Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour Elena. Bonjour. Mage. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ça va bien. Bon, cette semaine, et je crois que c'est officiel, on a fait plus de podcasts sans étagère qu'avec étagère. Ça y est. Oui. Se passera sans étagère à nouveau, puisqu'il est malade, La prochaine malheureusement. fois, il faudra l'inviter quand même. Mais moi, je continue de dire qu'il n'est jamais revenu, mais personne ne me croit. Donc, je vais rien dire. J'espère que vous allez très bien, vous qui nous écoutez depuis votre téléphone, de votre PC ou je ne sais quoi, écouteur ou sans écouteur, home cinéma ou sans home cinéma. Votre Walkman favori. Alors, je sais pas si c'est connecté par internet. ce genre de J'espère en choses. tout cas que vous avez mis le petit 5 étoiles pour le podcast pour nous référencer et nous soutenir. Donc là, Oui. si vous êtes sur la télé, vous vous levez, genre rien à faire, et vous allez mettre les 5 étoiles. Ou vous le dessinez sur votre télé, je sais pas, comme vous voulez. Hein. Vous avez peut-être un enfant qui peut mettre des étoiles sur votre Timothée, Les téléviseur. petites Timothée va autocollants. mettre les étoiles. Mais vous mettez votre 5 étoiles. C'est votre devoir citoyen. Pour l'avenir des... Non, vous faites ce que vous voulez évidemment. Hein, mais Mais vous pouvez aussi laisser un commentaire aussi, si c'est possible. de le sur faire. Apple iTunes par Bon, exemple. Ça suffit, hein, on Vous arrête. aussi tout en de partager suite. à votre famille, Non, mais je veux dire. ça- Vous mettez- Ça nous vous- fera très plaisir. Vous me mettez mal à l'aise, arrêtez tout de suite. Il y a eu bonjour et que Hier, des demandes. moi j'ai tu laissé vois, un c'est- commentaire à mon podcast préféré, donc j'espère qu'ils l'ont reçu et qu'ils sont contents. Voilà, moi ça m'a fait plaisir. C'est bien. C'est quoi ton podcast préféré en ce moment? C'est Singe pour Podcast, évidemment. C'est ça. Bien sûr. Oui. C'est Non, bizarre sans quand même. blague, c'est quoi que t'écoutes en ce moment? Que tu fasses un peu la promo? Justement, comme ça, on va parler directement un peu. Qu'avons-nous Qu'est-ce qu'on a fait semaine cette semaine? Moi, cette semaine, je suis à fond sur l'écoute de podcasts sur en jeu de rôle. Non. Non, incroyable. Sans C'est déconner. une activité qui me permet de tenir entre nos sessions de jeu. Voilà, non, mais ça s'appelle Shazam Quest. C'est par contre en anglais. Donc si, voilà. Mais c'est une aventure qui utilise les règles de jeu de rôle Donjons et Dragons. Et c'est une aventure absolument originale, donc créée par le maître du jeu. Et c'est vraiment énorme. Il y a 3 saisons, donc ça fait 3 ans déjà qu'ils travaillent dessus. Et c'est extraordinaire, j'adore. T'as fait que ça du coup? T'as fait que écouter du podcast cette Non, semaine? mais j'ai fait un peu de jeux vidéo. Je continue mes... comment il s'appelle Planet Coaster. Oui. Donc je fais mes parcs d'attractions, je m'amuse bien. Voilà. Très bien. Et toi, Mage? Et puis Ah. on a fait un peu de cinéma avec Faut toi. pas laisser des blancs comme ça. Oui, ouais. j'avoue. Désolé. Et toi, Mage? Bah écoute, semaine chargée quand même, parce que moi du coup j'ai fait la vidéo, pour commencer, très important, Ouais. et j'ai beaucoup joué à Foxhole, toujours et encore, mon petit accompagnateur du soir. J'ai joué à Trolley Problem INC, je l'ai fini. Ah, tu sais, c'est le fameux jeu où où t'as des dilemmes moraux qui sont mis, c'est un peu basé sur le délire la rame de train qui va écraser 5 ou une personne, Ouais. et qui fait de la surenchère mais de fou. Ouais. Est-ce que au bout d'un moment tu connais la personne, à un autre moment tu sais que c'est une petite fille, une autre, tu dois pousser quelqu'un sur les rails, tu sais, pour l'arrêter, et à la fin ça part vraiment en couille, genre t'as créé une IA qui est devenue folle, qui a déclenché une guerre, tu dois choisir si tu dois lancer des bombes nucléaires sur une ville ou te laisser faire exploser. Bon, la seule chose qui arrive c'est qu'ils te laissent pas mourir, tu vois, ils Ouais. veulent vraiment que tu ailles au bout de ton truc. Donc ouais, j'ai fini ça et j'ai commencé à Martha is Dead aussi. Ouais. Très bonne découverte hier soir. Un vrai petit plaisir. Donc voilà, c'était une semaine pas super palpitante, mais moi ça me va. Très bien. Bon, quand même, si, c'est relativement palpitant. Vous avez Bah, palpité dans le chat, dans le podcast, hein Est-ce que vous avez palpité quand Mage a parlé? Je pense qu'ils sont en train de palpiter. Moi, cette semaine aussi, ça a été relativement chargeax en termes de découverte de jeux vidéo. Alors, c'est bon, je pense que j'ai enfin raccroché les gants. Normalement, ça fait 2 jours que j'ai pas trop touché à ça. J'ai arrêté Civilization 6 parce que ça commençait à faire n'importe quoi. J'ai terminé ma partie, hein, je peux le dire. J'ai dominé Quoi le monde. Tu as Oui. fini ta partie en moins de 30 ans. Alors, oui, en moins de 30 ans, je l'ai terminé. Oui, pas du J'ai- tout comme cette histoire que tu as racontée dans la dernière vidéo Iconoclast. Exactement. Arrête l'autopromo, Léna, Que si ça vous me l'avez met mal pas à vu, l'aise. vous pouvez le regarder au moins 3-4 fois, c'est très Et j'ai continué du coup ma partie de Mad Game Tycoon 2 que j'ai terminé aussi.
Ça y est, je domine le game du jeu vidéo. Et à côté de ça, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse d'autres expériences de jeux vidéo que juste ça pour parler de mes podcasts et aussi pour reprendre Singe Pourpre. Parce que, bordel, ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur Singe Pourpre. On Et galère tellement sur Singe Pourpre. ça me rend si Terrible. T'as triste. prévu quoi là sur Singe Pourpre là? Il faudrait que je fasse Elden Ring. J'ai plein de jeux en retard que j'ai pas parlé. Moi aussi, Elden Ring. Du coup, Pokémon. Ouais. Bah Il y a voilà, Pokémon, vous allez il y a le Elden faire Ring. Non, ensemble. il y a plein de choses qu'on a faites qu'on a toujours pas Moi, proposées sur. je te dis, là, mon planning du jour là, sur Singe Pourpre, j'annonce c'est Dying Light, Horizon, Tunic. Ouais, ben Ça moi fait quand même c'est 3 vidéos. Elden Ring, Pokémon. Je suis en train de faire Tiny Tina. Donc j'ai commencé à faire Tiny Tina's Wonderland. Je peux en parler vite fait si vous voulez, hein, parce que bon, j'ai commencé à accrocher dans la mesure où le loot à foison, ça commence à bien fonctionner sur moi, donc c'est cool. Mais c'est un acte manqué, c'est dommage. Ça aurait pu être une expérience intéressante et ça n'est malheureusement qu'un Borderland de plus. Tu vois? Oui, mais le problème, Dans les bordels de Borderlands. le problème, je pense, c'est que on a fait cette expérience dans jeu de rôle, de vrais jeux de rôle, sur la table. Donc, Non, c'est pas un problème, c'est... mais un peu, parce que tu vois tout ce qui manque dans Tina Tiny Wonderland. Oui et non, Elena, c'est juste que on te propose une expérience, pour recontextualiser aux gens, une expérience singulière avec Tiny Tina's Wonderland, pardon, dans lequel en fait c'est Tina qui anime une partie de JDR, tu vis des aventures avec 2 autres coéquipiers, alors c'est jouable en coopération jusqu'à 4, hein, comme dans n'importe quel Borderland, donc ça c'est cool, et même en écran scindé, donc ça c'est vraiment très très cool. Le problème c'est que je trouve que ça va pas assez au bout dans la mesure où ils auraient pu proposer beaucoup plus d'intégration du jeu de rôle tel qu'on le connaît, plus que juste la narration, parce que narrativement, ouais, tu sens que tu es dans une partie de JDR. Par exemple, quand t'as Tiny Tina qui te décrit un environnement et que les potes avec qui tu joues trouvent que c'est pas très raccord avec ce qu'elle racontait avant, tu as le décor qui va complètement changer en fonction de ce que Tiny Tina va décrire. Ça, c'est cool. Quand on te donne un objet et quand on fait la remarque que c'est pas très fantasy ça, Tiny Tina, et qu'elle te change l'objet pour que ce soit un peu plus fantasy, en direct, ça c'est très très cool. Oui. Quand t'arrives dans un lieu et qu'au fur et à mesure que Tina te le décrit et que ça change, ça c'est très très cool. Mais c'est que narrativement et visuellement en fait que le JDR va s'impacter. Il n'y a pas les dés. Si, tu peux collecter des dés 20, c'est des collectibles. Mhm. Mais t'as pas d'impact dans le gameplay en fait de tout ça. Moi j'aurais bien voulu faire des vrais jets de sauvegarde plutôt que comme dans n'importe quel Borderland. Quand t'es sur le point de mourir, tu tues un adversaire, hop, tu peux revenir dans la bagarre. Ils appellent ça jet de sauvegarde parce que c'est Tiny Tina Wonderworld. Putain j'ai du mal parce que c'est à cause de Balan Wonderworld, excusez-moi. Ils appellent ça jet de sauvegarde parce que le jeu se base sur le GDR, mais c'est le même principe de fonctionnement que dans n'importe quel autre Borderland. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un jeu qui arrive pas à se défaire de son image de spin-off en fait. Tu vois. Et alors qu'il y avait moyen, tu vois, même sur la question de la liberté ou sur la question des choix narrativement, il y aurait moyen d'aller plus loin, mais c'est pas là-dedans que je lui aurais demandé de faire ça parce que il faut que ça reste un Borderland avec du loot, etc. Mais je trouve que c'est dommage de pas avoir appliqué dans le gameplay davantage de du côté jeu de rôle. Même ne serait-ce que d'avoir rendu, parce que tu le sais que dans un RPG ou n'importe quel jeu vidéo, en fait il y a des lancers de dés qui se font. Il y a toujours des lancers de dés qui se font, c'est juste que tu les vois pas. Ça aurait été bien de les rendre visibles. Voilà. Oui, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que le contexte où, en lançant le jeu, tu te rends compte que c'est une partie de jeu de rôle qui est animée par le personnage. C'est déjà assez intéressant, peut-être. Ça permet d'ouvrir un peu cette porte aux joueurs du jeu de rôle papier. Je sais pas. De les intéresser un peu. Je suis pas d'accord. C'est en fait, si tu veux, pour moi, c'est des clins d'œil pour des personnes qui jouent déjà, mais pour des personnes qui jouent pas, c'est trop superficiel pour que ça donne envie. Voilà. Parce que moi, ça me raconte pas plus en fait de comment est-ce que se déroule une partie. Si tu veux, c'est les réactions des gens dans le jeu, des PNJ, par rapport au jeu de rôle qui, moi, derrière, me font appeler à des soirées qu'on fait en ce moment, qui me font tiquer, mais le reste, si tu veux, j'apprends pas plus. Et à côté de ça, j'ai terminé un jeu qui se finit en 3 heures et que je vous conseille, qui est Little Miss Fortune, que tu m'as vu jouer aussi. Que moi je déconseille du coup, j'espère qu'on se mette en accord, je pense. Faut peut-être être dans un bon mood pour faire ce jeu. Ouais. Faut juste pas avoir eu de problèmes familiaux, pas avoir eu d'antécédents, je dirais que c'est un bon début. C'est un jeu narratif point and click dans lequel vous jouez une petite fille qui n'a vraiment pas de chance.
Et j'en dirai pas plus parce que Elle a vraiment pas de chance. ça dure que 3 heures. C'est très beau. Les musiques sont très cool. Il y a beaucoup de choix avec des conséquences. Et raconter le moindre choix, ça serait déjà vous pourrir une partie de l'expérience. Parce que le jeu ne dure que 3 heures. Ça se trouve sur Steam. Je sais pas si ça se trouve ailleurs. Donc essayez-le. En vrai, c'est une belle petite expérience. Un peu méta. Bien écrite, bien dessinée. Parce que c'est une patte graphique très, très intéressante. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous faire rembourser sur Steam si vous n'avez pas joué 2 heures. Donc c'est important. Si vous sentez que c'est trop dangereux pour vous mentalement, abandonnez. C'est une expérience. Ouais, faut s'accrocher. Hein. C'est dur. Donc, mais c'est pas un dur. jeu conseillé, mais avec des warnings. Ouais. C'est-à-dire que moi en Donc, parallèle, boum, je jouais à boum, Fox boum, Hall, donc c'est la warning. guerre, c'est les gens qui hurlent. Ah bah ça se passait bien, tu vois. Ouais. L'ambiance était bonne. Bref, aujourd'hui au sommaire de ces Blast News, parce qu'il faudrait peut-être qu'on y arrive, il n'y aura pas de news en bref, je suis désolé. Par contre, j'ai plein de petites news. Ah, c'est-à-dire Voilà. qu'on n'a pas de news en bref, mais on a plein de petits trucs. C'est ça, c'est cool. Ah, bah c'est Ça cool. fera Bah, pas moi, ça. alors, Ils sont pas brefs, ils sont petits. je préfère parce que je t'avoue que quand on fait des trucs longs, moi, au bout d'un moment, mon cerveau il décroche. Genre, il J'ai fait- remarqué ça. il dit stop, c'est bon, Mais ça c'est fait. c'est bien de l'assumer, c'est bien. Au sommaire aujourd'hui, on parlera de Switch Sport. Parce qu'il y a des news intéressantes, rigolotes. Alors c'est la mise en bouche rigolote. Hein. Ça va aller crescendo. Vous nous connaissez comme d'habitude. On a toujours un pic à atteindre sur la fin. Donc on va parler un petit peu de Switch Sport. Vous verrez pourquoi. Parce qu'il y a des petites informations qui sont arrivées, des petites anecdotes croustillantes qui sont venues à notre oreille. On parlera du remake de Prince of Persia également, qui est un petit peu dans la panade. Allez savoir pourquoi. Mhm. On parlera de Mario Kart 8 DX. Alors, il y aura 3 news Nintendo, je suis en train de capter. Bon, c'est pas grave. C'est Mario plus Kart que 8. tu aimes tous Nintendo, Florian. Oui, c'est admis maintenant. Si Oui, c'est y a pas de Nintendo problème, qui hein. fait un peu la semaine. Oui, la météo, voilà, c'est de pas notre- l'information, on n'y peut rien. Hein. C'est pas de notre faute, hein. On parlera justement des cartes de Coconut Mall, le DLC de Mario Kart 8 qui ne bouge pas, et de la colère des gens vis-à-vis de ça. Vous verrez pourquoi. On parlera un petit peu de technologie avec l'avenir du port Lightning des iPhones. Parce Ah. que ça a un petit peu bougé du côté de l'Union Européenne. D'accord. On parlera du leak des premiers jeux PlayStation Premium qui débarqueraient avec l'offre à 17 € par mois. Oui, c'est ce qui arrive en juin, là. Exactement. Soit plus cher que Netflix, du coup. Et on terminera en mode crescendo sur Nintendo. Encore. Ah. Mais en Nintendo vraiment pas drôle pour le coup parce que ça commence à fuiter un petit peu l'organisation interne de Nintendo of America. Donc comportement abusif, restrictions à la japonaise. D'accord, Vous êtes donc. sur les Blast News. Accrochez-vous à votre slip. C'est parti. La première actualité concerne Nintendo Switch Sports. Vous avez vu Nintendo Switch Sport? Vous Oui, êtes intéressé j'ai par vu. Nintendo Switch Sport ou pas? Pas vraiment, je t'avoue. Non. Non. À Non. moins qu'on se dit on fait des soirées Switch Oui. Sport, là je te dis oui, why not. Mais là, comme ça, à nous, Mais- à blanc, pour moi, c'est des jeux qui sont offerts avec les consoles, tu vois. Genre, sinon, je vais pas courir après. Mais tu sais qu'à cause d'Elena, on est condamné sur nos soirées. Oui, c'est On vrai va faire qu'il y a que du le- Donjons et Dragons. on a eu l'hérésie un jour de faire un film. On en a entendu parler, hein. Ouais. Tu te souviens de l'époque où on faisait du Halo? Les soirées Halo en LAN. T'en souviens, À Elena 4 là, en écran splitté. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Oui, bah, je jouais pas avec vous, ok. Quand on part- Eh bien, ce Nintendo Switch Sport fait parler un petit peu de lui pour deux manières. Bon, une manière rigolote et une manière autre rigolote aussi, mais un peu plus triste, qui rappelle Les heures sombres. les heures sombres de notre histoire de vidéoludique, à savoir que il y a déjà des gens sur internet, des streamers même, qui détruisent des écrans à cause de Switch Sport, et je me dis que l'histoire se répète et c'est Oui, incroyable. on apprend rien. C'est impossible. C'est une boucle. Oui, Vous mais êtes- c'est pour ça qu'on dit que les cours d'histoire, c'est important. Oui. Parce que ça se répète. Oui, Ce alors- n'est qu'une boucle. Et vu qu'on n'a pas de cours d'histoire sur le jeu vidéo, Bah voilà. Et le voilà ce problème. qui se passe. Il faut en parler. Et on pourrait croire que les Wiimotes, justement par leur taille absolument incroyable, n'étaient que les seuls à pouvoir créer ce genre de problème-là, mais en fait, faut savoir que les Joy-Con, ils driftent. Et qui dit Joy-Con qui drift, c'est qu'à n'importe quel moment, ils s'en vont de ta main. déjà vous. Non, 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 non. Et vous avez comme ça pas mal de petites vidéos de streamers notamment qui... Ah, Où est-ce qu'elles sont? Je quelle vois pas. erreur. Il faut cliquer sur le lien qui est avec l'article. Ah, d'accord. oui. Il y a pas mal de petites vidéos comme ça où vous avez des streamers qui malheureusement ont fait l'erreur. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs non plus de ne pas attacher
les Dragons fournis avec les consoles et avec les Joy-Con, parce que c'est fourni aux États-Unis et en Europe, contrairement au Japon. Hein. J'ai appris ça, qu'apparemment au Japon, les Dragons ne sont pas fournis, ils sont vendus séparément. Donc on va encore taper sur le Japon là d'un coup, C'est ça. Et des vidéos dans lesquelles vous voyez ces personnes qui balancent leur Joy-Con sur leur écran et font des Oh là là. des dégâts monumentaux. Bah, ils tuent l'écran quoi. Écoutez, on ne le rappellera jamais assez, vous avez des dragons quand vous jouez à des jeux avec qui demandent du motion gaming, attachez vos dragons. Bah, c'est pas pour rien qu'ils sont là, normalement, ça semble les évident, dragons. en fait, pour être honnête, Et hein. plus c'est petit, et plus vous avez des risques en fait d'en perdre le contrôle. Bah oui, parce que Ah oui. déjà qu'à l'époque les Wiimotes, Ouais, mais tu l'avais bien en main, tu on vois. l'avait bien en main et ça partait quand même en couille. Et je crois qu'elles étaient attachées entre elles en plus, non? Non, enfin si. Il y avait pas un si, câble entre les deux? Si tu utilisais le nunchuk. Oui, voilà. Et pourtant, malgré ça, Mais t'étais pas obligé d'utiliser le nunchuk, genre dans Wii Sports, c'était Oui. que la Wiimote. oui, mais il y avait des mecs qui, hors Wii Sport, arrivaient à jeter les deux en même temps. Je veux dire, Oui, c'est vrai. on était dans un niveau, c'était interstellaire. Donc oui, bon, on apprend Par pas de contre, nos il faut erreurs. m'expliquer, là, c'est sur cette petite vidéo qu'il y a sur l'article de Kotaku, pourquoi il a toujours un sapin de Noël. Bon, oui, bon, effectivement, c'est quelqu'un qui a un problème On est de base. en mai. Après, il a l'air jeune, donc peut-être il a pas connu la Wii. Hein. C'est peut-être son décor. C'est vrai qu'il a l'air jeune. Il a l'air jeune, donc je pense qu'il a pas. La Wii c'était 2016 quand De- même, on le rappellera jamais assez. Non, mais De- ça aussi, il c'est faut pas 2016, l'oublier. La Wii 2006, pardon. Il faut Oui, pas parce que l'oublier. 2016. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de Wii, hein, donc c'est leur première expérience Oui, comme Ça, ça. il y a beaucoup de gens qui ont eu. Bon, là, C'est la console la plus vendue Nintendo. Mais Oui, mais ceux qui étaient trop jeunes pour ça, oui, c'est vrai que ça date hein, ça maintenant. date, hein. Oui, bah oui, 2006. Hein. Je suis désolé pour celles et ceux. Ouais, bah c'est mort, c'est ça. Hein. C'est Oui, oui, l'erreur. c'est On n'a pas enseigné à nos. On aurait dû leur dire. On aurait dû les prévenir. Voilà, donc à partir de l'an 2000, Pourquoi aucune vidéo de prévention n'a-t-elle été faite? alors si t'es né en 2010, c'est encore pire, hein. La Wii, Putain, mec, qu'est-ce que c'est? ça aurait été génial, tu sais, une vidéo de com de Nintendo avec plein de vidéos d'archives de mecs qui pètent leur écran en mode ne refaites pas les mêmes erreurs que nous. Nintendo a raté son coup pour le coup. ça aurait Une occasion manquée. été génial. Il y aurait eu un big buzz là-dessus, c'est sûr. Et toujours dans ce mood-là, sachez qu'on a eu une petite anecdote vis-à-vis de Wii Sports cette fois, donc c'est concordant à la sortie de Switch Sports pour le coup. Alors, je sais pas si on aura besoin de beaucoup commenter cette actualité-là, mais moi je trouvais ça rigolo, alors je la place. Retour en 2006, sachez que Wii Sports, initialement, ne devait pas être inclus dans les Wii. Faut savoir que Wii Sports, c'est un jeu qu'on retrouvait avec un petit CD quand tu achètes ta console, et qui était offert avec toutes les Wii de base. Ce qui fait que du coup, Wii Sports aujourd'hui est le jeu le plus vendu de tous les temps. Oui, mais c'est de la triche, quoi. C'est de la triche du coup, effectivement. Mais du coup, sachez que ça a été une bataille entre Regis Fils-Aimé et Satoru Iwata et Miyamoto. Et que même Miyamoto l'a pris très mal. Qu'on inclut son Wii Sports dans les Wii de tous les foyers. Ouais. Genre, Voilà. il a pris mal en mode agression, quoi. C'est en mode Miyamoto s'en souviendra. Tu sais, Reggie, il a eu ça au-dessus de la tête. Miyamoto s'en souviendra. Et qu'on est passé à ça dans une autre timeline. Wii Sport n'est pas dans Ça aurait peut-être joué avec le Dans le succès, en pack. vrai. hein. dans le pack, et ça aurait peut-être joué justement sur le fait que la Wii se soit peut-être un peu moins bien vendue. Ah, Est-ce que tu mais crois qu'il s'est peut-être excusé qu'aussi dans cette timeline, il n'y a pas de Switch Sport. T'es vraiment en train de regarder une vidéo compilation de Wiimote je me dis balancée sur des Bah, écrans. j'avais peur qu'il n'y ait pas d'archives, tu vois. Oui. Et finalement, je me rends compte qu'il y en a énormément. Il y a des compilations de 10 minutes de personnes qui jettent. Et vraiment des beaux exemples. En plus, regarde ce jeune homme. Et hop, la télé des gars. Partage. Ouais, mais nous sommes sur un format exclusivement Oui, audio. je suis désolé. Alors, Non, mais juste sachez-le qu'il y a une vidéo, 1 million de vues. Wii Remote Eating TV Compilation. Mais pour nous, après, pour qu'on regarde. Je vous le mettrai sur Discord Iconoclast, que vous pouvez rejoindre, c'est très important aussi. Hein. Mais oui, ils auraient pu faire ça, putain, c'est insane. Bref, on passe à l'actu qui suit. Allez. Prince of Persia, Les Sables du Temps, le remake. Vous vous souvenez que ça avait été annoncé il y a un petit moment quand même, non? Oui, enfin. Non, tu te souviens pas, ok. Après, je dirais qu'il y a des choses, il vaut mieux pas s'en souvenir. Pourquoi? Mec, c'était chum. Ah bah la direction artistique a fait Oui, parler c'est d'elle. la DA, c'est un choix. C'est bon, les gars, c'est moche. C'est ce qu'a dit Nintendo. C'est ce qu'avait dit Ubisoft. Oui, Ubisoft avait dit que c'était un choix de développement et que c'est ce qu'ils voulaient.
Mais moi je dis, ok, mais du coup vous avez fait le choix que ça soit moche. Je suis d'accord avec vous, mais ça reste moche. Bah du coup, peut-être qu'en fait Ubisoft a juste botté en touche, parce que le remake il devait sortir je crois depuis un an. Il a été annoncé en 2020. Mais c'est insane. Il a été annoncé en 2020, hein, je tiens à le rappeler. Et il aurait dû sortir depuis un petit moment, sauf que on sait pas trop si c'est parce qu'il y a eu des retours relativement froids sur la direction artistique. C'est vrai que ça faisait un petit peu jeu PS2. En fait, il y avait des vibes de GTA la trilogie Oui. avant Avant. que GTA la trilogie ne soit annoncée, sauf que Rockstar a été au bout du délire en postant son GTA trilogie. Là, Prince of Persia, je pense que ils se sont rendus compte que ça allait pas. Je sais pas ce que t'en penses, Léna, je sais pas si t'as vu les images de Prince of Persia le remake. Je entre-temps. n'ai pas vu les C'est images. moche. C'est vraiment un peu chum. C'est un patch HD très mal appliqué, je trouve. Et du coup, pour étayer un petit peu cette hypothèse-là, que peut-être qu'Ubisoft s'est dit, ouais, effectivement, c'est un peu chaud, c'est que le jeu a été repoussé plusieurs fois, et que là, c'est l'actualité, en fait, c'est un studio majeur, entre guillemets, d'Ubisoft, parce que c'était confié à Ubisoft Sofia, et Ubisoft... non, pas Sofia. C'est Non, Poka ou Puka. c'est Poon, Ubisoft Pune et Mumbai. Moonby. Oui, c'est ouais. en Inde. En Inde. C'est 2 studios indiens. Et du coup, c'est ce que je regardais, voir ce qu'ils avaient fait comme jeu. Ouais. Pour voir s'ils avaient une expérience dans le. Peut-être ça joue. Ouais. Peut-être qu'ils se sont cassés les dents sur un projet qu'ils n'avaient pas les épaules de porter. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient fait vraiment de jeux par eux-mêmes, tu vois. Ça doit être surtout s'occuper de... Bah, genre d'architecture. oui, voilà, tu sais, dans la politique d'Ubisoft, de faire des briques par studio C'est ça. et de tout Ouais. assembler. C'est pas pour rien qu'ils disent que ça devait être un projet mineur au lancement rapide. Oui. Ouais, là, c'était trop mineur, du coup, ils ont tout laissé sur une personne et je pense qu'ils ont pas géré pour moi. Et du coup, alors, ils vont chercher leur boss de fin, Ils sont Ubisoft Montréal. C'est ça. Bon, du coup, maintenant, vous le saurez, ça a été encore repoussé. Et c'est Ubisoft Montréal qui va s'occuper. Donc, on peut espérer au mieux que, du coup, ce sera un remake qui tient la route. Dans le meilleur des cas, j'espère qu'ils vont un peu faire vraiment gueule de remake, quoi. Après, moi, je suis un peu triste parce que c'est too late. Je suis désolé, mais le jeu est pas sorti, personne s'en est rendu compte presque. Pour moi, le mal est fait. Ils communiquent pas aussi. Il communique pas, mais le trailer a fait le travail qui devait pas être fait finalement. C'est qu'il a coupé la hype à la base. Genre, si la Il y hype avait c'était une une hype pelouse. Mais non, mais justement, tu vois, si la hype c'était une pelouse, eux ils ont creusé. Ils vont peut-être faire en sorte comme si c'était... Il s'est rien passé, là, regardez, un nouveau jeu. Oui, peut-être, mais là c'est sad parce que il y a tous les fans. Parce qu'il y a des fans de Prince of Persia qui genre ils sont en mode mais ils s'en foutent. Et je trouve ça un peu triste parce que ce genre d'expérience souvent c'est dirigé vers les fans. Il y a au-delà de ça, je trouve un problème global d'Ubisoft qui a des IP, tu vois. Mais Prince of Persia c'est devenu une IP mineure. D'ailleurs, je pense que le communiqué sur le report, il va très clairement dans ce sens. Hein. Ils pensaient que c'était un projet rapide qui se ferait en 2 temps 3 mouvements. Et ils l'ont confié du coup à un studio mineur, parce que si le communiqué presse te dit qu'il confie ça à un studio majeur, c'est que le projet, a fortiori le projet, il était confié à un studio mineur, c'est que du coup c'est une licence mineure, sauf que dans le cœur des gens, c'est le patrimoine d'Ubisoft. C'est aux côtés d'Assassin's Creed pour moi, hein, genre. C'est Ubisoft d'antan, c'est Splinter Cell, Prince of Persia, Rayman. Ouais, c'est ça. Je me souviens qu'à l'époque il y avait des affiches, il y avait des, tu sais quand t'achetais les magazines de jeux vidéo, t'avais tout ça. T'avais toutes les têtes d'affiches de Ubisoft. Prince of Persia, c'est pas rien, c'est l'histoire du jeu vidéo même. Hein. Premier Prince of Persia qui a été fait en, je sais plus comment ça s'appelle la méthode pour capturer l'animation du personnage là. Qui avait été faite par son créateur original, c'est Ubisoft qui a racheté la licence qui lui a racheté la licence après. Ça fait partie du patrimoine vidéoludique parce que c'était exclusif d'utiliser cette technologie à l'époque. C'est pas rien Prince of Persia, c'est presque au même level que Mario, tu vois. Ça a ouvert un port du jeu vidéo même plus large que Mario, je dirais. Ouais. Parce que Mario est resté très cantonné, alors que la technologie de Prince of Persia a été reprise pour tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je comprends pas pourquoi ils communiquent pas plus que ça autour de Prince of Persia. Ils ont pas confiance en ce projet-là. Aujourd'hui, Ubisoft, c'est des frasques avec l'éternel Battle Royale qu'ils ne trouveront jamais.
C'est Prince of Persia Battle Royale. intégrer des notions de jeu service dans des jeux solo façon Assassin's Creed, Far Cry, etc. C'est une standardisation de leur production de jeux vidéo, Assassin's Creed, Far Cry, etc. Pour des IP qui sont aujourd'hui plus fortes, mais plus fortes à quel prix? C'est des problèmes avec Watch Dogs qu'on ferme prématurément. C'est les NFT qu'on essaie de caser sous le tapis. Ubisoft aujourd'hui, c'est certes une image forte autour d'IP récentes, mais avec énormément de problèmes. Et t'as derrière cette IP qui pourtant a encore dans le cœur de beaucoup de fans de la vieille école d'Ubisoft une image pure, entre guillemets, de l'époque où Ubisoft faisait des jeux vidéo pour faire des jeux vidéo. Concrètement, c'est ça, hein, pour moi et pour beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai l'impression qu'Ubisoft, c'est le Ubisoft d'avant. Et ils essaient de le mettre sous le tapis, en mode c'est des licences mineures, on va faire plaisir aux core fans. Ouais. Et encore, je suis pas sûr, tu vois, que si le remake arrive, il soit pas bardé de problèmes récents d'Ubisoft dedans, tu vois. C'est pas garanti qu'il y ait des, tu vois, notions de connexion obligatoire ou de jeux service ou j'en sais rien, moi, de microtransactions à l'intérieur. C'est pas impossible qu'à la fin il y ait ça, mais pourtant, c'est un remake qui est porteur d'une volonté de retrouver cet Ubisoft d'antan qui s'est un petit peu perdu en chemin, je trouve, en tout cas. Bah, c'est dommage. C'est un tout, je sais pas. Est-ce que c'est l'arc Vivendi qui a un peu tout ruiné? Je sais pas. Bah, Vivendi, ils sont partis depuis longtemps. Oui, mais ils ont laissé. Je pense qu'ils ont laissé une trace, qu'ils ont été là longtemps, quand même. Je sais pas, c'est un changement dans la politique d'Ubisoft Ouais. pour entretenir des jeux services. Et Prince of Persia et pas Prince of Persia, mais l'histoire d'Ubisoft n'est pas compatible avec la direction qu'ils ont en ce moment. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, quoi. Mais ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont atteint un stade où ils sont incapables de faire des jeux comme de ce qu'on attend de jeux aujourd'hui. Ils font des jeux qu'on kiffait les avoir il y a peut-être 10 ans et encore. Parce que je sais qu'il y a une époque, avoir un Assassin's Creed tous les ans, moi c'était mon repère, tu vois. J'étais content. Pas besoin qu'il soit exceptionnel, il était très cool. Mais aujourd'hui, on a passé un cap où généralement les gens regardent plus la qualité que la quantité et voient même la quantité comme en mode ah, vous me prenez pour un pigeon en fait. Tu crois? Oui. T'as Moi, je pas le vois un comme biais ça. parce que t'es un core gamer entre guillemets? Peut-être parce que moi, ça fait des années, tu vois, que je le connais, oui. Parce que derrière, les chiffres leur donnent raison. Même Oui. s'il y a eu des baisses sur les ventes de Far Cry, Bah. Les chiffres donnent raison globalement à Ubisoft, à part sur leurs tentatives ratées de NFT, leurs tentatives ratées de jeux services supplémentaires ou de Battle Royale. Globalement, la stratégie d'Ubisoft, elle paye. Bah, c'est le problème d'Ubisoft, c'est qu'ils ont beau faire toutes les merdes du monde, à mon sens, ça marche. Je sais pas si c'est vraiment la bonne voie, mais je dirais que les jeux vidéo et même la connectivité en général, elle a évolué. Et à l'époque, on n'avait pas l'internet qu'on a aujourd'hui. Faire des DLC, enfin, aujourd'hui on a des patchs de 50 gigas au lancement des jeux. Genre des fois il y a des patchs qui sont plus lourds que le jeu vidéo. Je pense que on peut se permettre d'étaler des jeux plus longtemps pour faire durer le plaisir et se permettre de faire d'autres trucs. Mais eux ils sont toujours bloqués dans un ils veulent spam. Et j'ai l'impression qu'ils ont aussi honte d'admettre que des fois ils se cassent la gueule. Le jeu avec le cochon là et le singe là, comment il s'appelle? Beyond Good and Evil. Sous le tapis, mon gars. J'ai jamais vu un sous le tapis aussi énorme. Le jeu de pirate. Skull and Bones. Sous le tapis. On a eu des nouvelles. On a eu des nouvelles entre temps. C'est des leaks. On sait pas si c'est officiel ou Si, pas. c'est officiel. C'est officiel. Enfin des nouvelles depuis combien d'années qu'ils Oui, nous non, en c'est parlent. Le fameux Sea of Thieves Killer qui bientôt C'est va ça. mourir de vieillesse par Oui, tout avant seul. même de tu vois. sortir. Donc, et surtout qu'il a pas l'air si fou que ça parce que forcément, quand tu réfléchis à un jeu il y a autant d'années et qu'il arrive à un autre moment. C'est un peu, c'est les mecs qui font des Battle Royale quand le délire du Battle Royale il est fini. Oui. C'est Ubisoft finalement. Bah, alors, je me permets de faire une petite parenthèse, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, Skull and Bones, les leaks et les présentations m'ont complètement refroidi, dans la mesure où, entre-temps, on a vu Sea of Thieves, et que je me suis rendu compte qu'un jeu de pirate, le cœur du gameplay, c'est pas de jouer un pirate, c'est de jouer un équipage. C'est de jouer avec tes copains. Ouais. C'est d'être au centre d'un équipage. De rencontrer des gens, de pouvoir leur parler. De faire le pirate. Oui, voilà. Et le pirate, c'est un équipage. C'est surtout ça. Et Sea of Thieves a réussi à te faire sortir membre d'un équipage pirate. On verra ce que ça donne, parce que Skull and Bones, ça se joue tout seul, tu gères le bateau tout seul. Ouais. Et moi, je trouve que ça ressemble à un mix entre Assassin's Creed 4 Black Flag et World of Warship. Oui, parce que de toute façon, on le dit pas assez, mais initialement,
ce jeu, c'était censé être un DLC de Black Flag. Hein. Ouais. Donc forcément, il tire beaucoup d'inspiration, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se font des biais par rapport à ce que va être ce jeu. Hein. Ça sera vraiment pas un truc vraiment d'aventure à la Sea of Thieves. Bah après, il faut pas oublier que presque on peut dire que c'est un peu un type de gestion. Sea of Thieves, c'est une gestion, c'est une micro-gestion de bateau. C'est à C'est-à-dire que l'échelle- à tu es l'échelle à humaine. l'échelle humaine, oui. Voilà. Donc vous êtes plusieurs, vous gérez chacun votre truc. On peut s'imaginer une macro-gestion dans un jeu de pirates où tu gères un bateau comme une unité, mais dans ce cas-là, tu dois avoir plusieurs bateaux. Donc tu dois pouvoir te développer en sorte de armade de pirates, construire ouais. ta propre ton flotte Mhm. et pouvoir faire des batailles énormes avec plusieurs bateaux. Dans ce cas-là, tu les gères vraiment genre un par un, quoi. Mais tu vois, là, ce qui a été présenté, c'est surtout une sorte d'entre-deux. Ouais, c'est C'est- ton tu gères équipage. Un bateau. Un peu comme World of Warship. Et ce que j'ai vu, apparemment, ils peuvent se rebeller. Alors, je sais pas pourquoi ils se rebelleraient. Bah, Je- ils peuvent essayer de te placer comme un capitaine aussi, donc et Mhm. tu gères tout le bateau, donc c'est encore un peu plus. C'est du coup, comme vous dites, peut-être entre les deux, mais du coup, tu es censé gérer pas juste ta tâche comme sur Sea of Thieves, mais t'as la gestion d'équipe, une trentaine de, je sais pas, pirates, et Mhm. tu dois avoir peut-être des relations avec eux, de leur fournir le nécessaire, donc t'es vraiment en mode capitaine, et là, tu dois, je sais pas moi, soumettre ton équipage ou leur donner le nécessaire pour qu'ils t'obéissent. Donc il y a peut-être ce rapport-là de force du coup entre toi, un avatar de capitaine, et les autres. Mais personnellement, j'attends de voir parce que pour le moment, ça, c'est pas hyper engageant dans la mesure où ça me paraît très light en matière de gestion de l'équipage. Mm. Voilà, par rapport à d'autres jeux où tu pourrais pousser la notion de bah t'es tout seul, tu coopères pas, ok, mais dans ce cas-là, tu vas gérer ton équipage de A à Z comme un FTL par exemple, qui le fait très bien. Oui, c'est super intéressant comme ça. Voilà, c'est très intéressant de le faire. Là, ben, c'est vraiment tu es, en fait, tu n'es pas le capitaine, tu es le bateau. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, parce que du coup, il faut quand même prévoir aussi la possibilité de développement. Dans Sea of Thieves, tu peux changer de poste, tu peux changer d'activité, tu fais ce que tu veux, un peu. Ah, c'est la force et la faiblesse du jeu aussi, Oui, ça, faut le dire. Mais hein. ici, du coup, tu es placé comme un capitaine. Tu te développes comment dans cet environnement-là, à part voir si ton équipage essaye de te faire tomber ou autre. Tu fais quoi? Moi, je me rends compte surtout qu'il va falloir que je renomme cette partie Black Flag. report du remake Non, de mais- Prince of Persia et discussion sur Skull and Bones. Bah, je pense que c'est un peu lié parce que c'est la doctrine Ubisoft qui montre que il y a des jeux, ils y arrivent pas et on sait pas pourquoi. J'aimerais bien savoir au bout d'un moment, mais Oui, moi, j'ai quel une est leur petite vrai hypothèse. problème, ouais. J'ai une petite hypothèse. Je pense que c'est multiple. Déjà, tu as cette volonté de industrialiser la production de jeux vidéo. Ça, c'est concret, c'est visible. Mhm. Et l'autre petite hypothèse, cette peur de prendre du risque Oui. et en même temps d'avoir des ambitions démesurées. C'est-à-dire qu'Ubisoft veut faire beaucoup de choses. ils veulent tout. Ils veulent tout faire, mais sans prendre de risques. Ils préfèrent vraiment, oui, fermer les productions dès qu'ils sont pas satisfaits. C'est pour ça la durée de vie des jeux, voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'ils en font à la pelle, à la mitraillette, comme ça, ça sort tout le temps. Mais dès que ça foire un peu, ils ferment. Non, mais c'est super triste parce que c'est eux qui Pour ont le lancé joueur, Assassin's Creed, c'est non, eux mais qui ont lancé pour- Prince of oui, Persia. mais tu vois, pour le donc- joueur, c'est triste. Mais pour eux, si le plus intéressant, le plus important, c'est de faire du fric derrière, c'est pas grave de fermer 10 projets pour avoir gardé seulement 2 ou 3 qui leur rapportent vraiment gros. Parce que tu vois, C'est ce rapport-là, je pense. ouais, hein. tu vois aujourd'hui que tu prends un Assassin's Creed ou un Far Cry, pour les deux licences qui fonctionnent le mieux, tu fais énormément de choses dedans. Mais en même temps, si peu de choses. Oui, parce que ça change pas. C'est pas ça, c'est juste que t'as beaucoup de choses mais qui servent pas à grand chose, quoi. Et c'est ce contraste, je pense, entre volonté d'être extrêmement ambitieux dans la quantité de choses à faire et à côté de ça, être si frileux dans la manière de procéder et l'envie de prendre une direction franche. Il y a pas, c'est l'impression que t'as pas de capitaine. Oui, le truc est en autopilote C'est ça. depuis. Oui, Ils voient que ça marche, ils font bah on va laisser comme ça, on touche pas, hein. Et puis comme ça, il y a pas de risque, personne va se faire taper sur les doigts. Let's go. Donc oui, non, mais C'est tellement interchangeable, c'est dommage. Et Prince of Persia, on y revient à nouveau encore toujours, c'est cette époque où justement il y avait... Alors,
attention, attention, toute proportion gardée. Prince of Persia, Les Sables du Temps, c'est aussi un acteur de cette époque de ligne éditoriale toxique chez Ubisoft. Oui, bon, Oui, on aussi, y bien vient. évidemment. Serge Escouette, c'est plein de choses comme ça. Donc attention, toute proportion gardée. Mais le produit en lui-même, indépendamment de ses auteurs, c'était une époque où tu avais une ligne de conduite précise, tu vois. Et je trouve que c'est dommage de mettre sous le tapis, quelque part, une des forces qui manque un petit peu à Ubisoft en ce moment. Cette ligne directrice. Est-ce que J'ai mal à mon Ubisoft. Est-ce que je me trompe si je dis que on dirait qu'ils ont du mal quand même à faire des jeux solo où t'es juste dans le jeu, dans l'histoire et que tu n'as pas besoin de faire des microtransactions ou d'aller jouer en multijoueur pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a des difficultés à prendre des Ils sont directions pas franches. capables de fournir une sorte de, je sais pas moi, d'une bonne histoire, d'une bonne aventure qui se suffit à elle-même. Ils ont des bonnes Mais histoires, j'imagine quand que c'est lié toujours avec ce côté comment gagner de l'argent sur leurs jeux vidéo. Bah, c'est ça, c'est qu'ils ont des bonnes histoires, mais elles sont tellement parasitées par, je suppose, cette liste de il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait cette boutique, il faut que les joueurs puissent jouer à plusieurs, qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec une bouillie, plein de bons ingrédients, tu les mélanges, c'est pas bon. Tu mets des frites dans ta pizza, je suis désolé, elle est pas bonne ta pizza à la fin. Ils mettent le financement avant le plaisir de jouer. Je sais pas, le financement, c'est plutôt, oui, c'est un mélange de tout. C'est, la manière de monétiser, mais surtout comment viser le maximum de personnes possible. Les Far Cry sont assez symptomatiques, je pense, de cette manière de faire, dans la mesure où on a centré toute la communication et l'intérêt du mode solo autour du méchant, parce qu'on n'a pas de héros qui soit suffisamment marqué pour avoir un scénario qui tienne la route. Oui, c'est juste un avatar. C'est juste un avatar. C'est exactement ça. Et cette avatarisation de Far Cry, elle rentre dans cette idée d'industrialisation des méthodes de production chez Ubisoft. On a passé beaucoup de temps sur cette news. Oui, mais c'est important, c'est un studio. C'est important, mais il faut qu'on passe à... Bon, alors moi, je voulais juste finir par dire que moi, ma seule expérience avec Prince of Persia, c'était le film. Ah oui. Ah oui, non, tu t'es fait un peu du mal, du coup. Alors, non, j'ai beaucoup aimé. Bah, comme je connaissais pas l'univers, moi j'ai vu le film, je me suis dit, cool. Moi, surtout que bon, ça fait un peu conte de fées, même conte magique. Moi, j'aime bien ça. Ça y est, on sait qui va voir les films de jeux vidéo. C'est ceux qui ne jouent pas aux jeux. Ah, je pense. C'est eux qui laissent des bonnes notes, du coup. Mais c'est surtout, en fait, si tu sais pas que à la base c'est un jeu et que tu vois, tiens, un film intéressant, tu regardes. Si tu savais le nombre de films que mon père a vu et qui ne sait pas que c'est des jeux vidéo à la base, qu'il a kiffé, tandis que le jeu vidéo, il est très sceptique, hein, toujours. Il a vu Halo apparemment, il kiffe. C'est ce je viens de l'inventer. C'est ce que disait Punky sur Twitter à un moment. Je trouve c'est marrant de souligner ça. C'est aujourd'hui Sonic fonctionne beaucoup mieux sur des projets transmédia que sur les jeux vidéo. C'est un bien meilleur personnage de film, un bien meilleur personnage de série, un bien meilleur personnage de comics, un bien meilleur personnage de plein d'autres choses que le jeu vidéo. À chaque bien meilleur, tu faisais mal à des gens. Et les gens, ouais, je sais. Il y a des petits couteaux. Aujourd'hui, Sonic, chez beaucoup de personnes, c'est surtout un personnage avant d'être un jeu vidéo. Mais tant mieux. Tant mieux, quelque part. Moi, le côté gamer est triste, mais le côté Sonic est heureux. En mode, Sonic est en train de faire un revival dans un autre domaine. Parce que je suis désolé, Sonic, sur les jeux vidéo, il était pas tout jeune. Sonic, c'est un personnage méga cool, mais c'est ça, il n'arrive pas à faire des jeux 3D qui... il se faisait casser la gueule par Mario à chaque fois, donc forcément... Du coup, tu capitalises sur le côté, c'est un personnage qui véhicule une imagerie très cool. Et premier réflexe de Nintendo, faire un film Mario. Eh ben, j'espère que Sonic va défoncer Mario, je vous le dis tout de suite. Mario Kart 8 Deluxe, il y a des joueurs qui sont vraiment pas contents parce que le terrain Coconut Mall, vous le savez, hein, c'est le DLC qui est sorti sur Mario Kart 8 Deluxe. Oui, le fameux. Vous le savez aussi que en fait c'est un DLC, on va dire cross-platform, dans la mesure où les terrains qui sont en DLC, c'est des terrains qui sont littéralement portés de Mario Kart Tour vers Mario Kart 8 Deluxe. On l'a vu avec les terrains de Tokyo, le terrain de... je sais plus c'est quoi l'autre terrain de ville de Paris, qui sont arrivés directement tels quels en fait de Mario Kart Tour dans Mario Kart 8 Deluxe. Ils ont été juste légèrement agrandis
parce que il y a pas, il y a un contrôle beaucoup plus libre en fait des cartes dans Mario Kart 8 Deluxe que dans Mario Kart Tour. C'est pas de l'autocontrôle, donc il a fallu agrandir les routes. Alors, fun fact, pour agrandir les routes, Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait plutôt que de retravailler les routes? Bah, ils ont copié-collé, non? Ils ont pris la route originale, ils l'ont étirée. Oh non, ils Ce ont qui fait fait comme- qu'il y a des problèmes d'échelle, t'as des Toads géants dans Écoute- les maps. T'as des trucs absolument, c'est n'importe quoi. Des voitures trop grandes, bref, il y a un non-respect des échelles qui est assez vénère. Bref, il n'y a pas que ça comme problème. C'est que bah, du coup, le Coconut Mall, il est arrivé d'abord sur Mario Kart 8 Deluxe, mais il est arrivé aussi sur Mario Kart Tour. Et dans Mario Kart 8 Deluxe, t'as les gens qui ont râlé parce qu'ils ont dit, mais vous savez, il y a les petites voitures sur la fin du terrain en bout de course. Il y a des petites voitures qui font gauche, droite pour embêter les joueurs qui veulent passer. Sur la version Switch, les cartes ne bougent pas. Ah. Les gens commencent à râler et ils se disent les gars, vous pouvez pas mettre un jour pour que les cartes se mettent à bouger comme sur Wii? Pas de réponse de Nintendo. Nintendo laissait un vu. Entre-temps, Mario Kart Tour est mis à jour et le Coconut Mall, le même Coconut Mall, exactement le même mais en version un peu plus rétrécie, Mhm. débarque sur Mario Kart Tour et les cartes bougent. Les voitures bougent sur Mario Kart Tour, mais toujours pas sur Mario Kart 8 Deluxe, qui sont toujours immobiles. Nintendo empêche ces voitures de bouger. Donc vous avez des pétitions, vous avez des joueurs qui râlent, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que les voitures peuvent bouger sur Mario Kart 8 Deluxe et sur Mario Kart Tour. Enfin, les voitures peuvent bouger sur Mario Kart Tour et pas sur Mario Kart 8 Deluxe. Où on est Nintendo? On est où là? Bah, moi, je garde mes balles là, parce que Nintendo va falloir tirer dessus pendant toute la news. Donc je vais pas trop me mouiller là. Mais Nintendo, Nintendo, s'il vous plaît. Non mais c'est terrible parce que du coup déjà on se rend compte qu'effectivement les DLC de Mario Kart 8 Deluxe ne sont pas vraiment des exclusivités au jeu. Ça va arriver sur Mario Kart Tour. Il y a double contenu qui se fait. Hein, faut le savoir. Hein. Vous allez payer d'un côté mais ce sera apporté gratuitement sur le gacha Mario Kart Tour. Bah, Premier problème, c'est officiel, mais premier problème. Hein, vous pouvez vous faire une idée des prochains terrains qui seront apportés dans le DLC si vous connaissez Mario Kart Tour. Ils débarqueront sur Mario Kart 8 Deluxe. Deuxième problème, c'était déjà du foutage de gueule. De récupérer tel quel les terrains, en utilisant juste les shaders de Mario Kart 8 Deluxe. En agrandissant les terrains, parce qu'il faut que les terrains soient un peu agrandis. Mais là, en plus, vous en avez absolument rien à foutre, en fait, de l'état des terrains du DLC. Je veux dire, c'est 40 millions de personnes qui ont acheté Mario Kart 8 Deluxe. C'est pas rien, c'est un jeu qui coûte cher, même encore aujourd'hui, le trouver en occasion c'est au moins 40 balles. Ça m'épuise, gros. Je tombe des nues, parce que c'est du foutage de gueule, et le pire, c'est qu'ils l'assument. Parce que bah, ils lâchent des vues, donc il n'y a pas pu assumer que lâcher des vues. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont beaucoup d'argent. La Switch serait certainement l'un des plus gros succès depuis je sais pas combien d'années pour eux. Depuis la Wii. Depuis la Wii. Et ils te lâchent des bombes comme ça. Ce qui, moi, et ça va être ma phrase de tout le podcast, je trouve que dès que Nintendo a le high ground, c'est les pires. Ouais. C'est les pires de chez pires. Quand ils sont au fond du trou, c'est les mecs sympas. Ils sont gentils, ils veulent te faire sourire. C'est l'école du gameplay. Voilà, on est les copains, on va arrêter toute cette industrie, elle est toxique, nous on est cool. On a sauvé le Mais jeu quand vidéo. ils sont au top du top, ils sont Obi-Wan et que les autres c'est Anakin, mon gars, c'est des... Les pires parce que en fait Ils se transforment en ils essayent de garder en c'est ça. pire. Comme tu le montres là, ils sont parce qu'Elena elle mime une sorte de meupette, tu vois, Paladin, non. Palpatine. Palpatine C'est bon, exactement. j'ai trouvé le mot. Pas- Parce Paladin. qu'ils essayent de conserver cette image sympa, fun, etc. Mais ils essayent quand même de caser en douce, de faire comme les autres ils le font, mais pas pareil, tu vois. Ouais, Il faut c'est pas que ça se voit trop, quoi. C'est-à-dire qu'ils te tabassent autant que les autres, mais commence pas à dire du mal d'eux par contre, hein, parce qu'on est sympa. Je veux dire, je trouve le double jeu terrible, et je comprends pas comment, plus le temps passe, plus ça passe, et plus ils s'enfoncent dedans, parce que eux ils l'acceptent. Hein, Ils surfent sur la bonne image qu'ils avaient du moment où ils étaient au fond du trou, Oui, mais jusqu'au bout, quoi. et totalement. Entre les problèmes qu'il y a sur Nintendo Switch Online, la qualité du online qui va pas,
ça, maintenant, avec ce DLC frauduleux, je veux dire, c'est... Au bout d'un moment, tu proposes juste gratuitement. Tu mets à jour gratuitement ton jeu et puis basta, on n'en parle plus. Si c'est juste pour faire ça, la pilule, elle serait mieux passée. Oui. Parce que là, bon... excusez-moi, mais... c'est juste un copier-coller, quoi. Bah, Et en plus, il y a des problèmes que vous voulez pas corriger, sous prétexte que le jeu, il aurait 8 ans, mais... au bout d'un moment, nique-toi. mais non, mais dans ce cas-là, tu le dis, on peut pas vraiment le faire sans trop mettre de ressources. Le truc avec Nintendo, c'est qu'ils kiffent aussi faire un truc, c'est ne pas communiquer. Pour eux, le non-communication, c'est... Bah, ça s'arrête là. C'est On moi, fait ça. c'est eux qui mettent le point final au truc. C'est pas vous. Vous pouvez débattre, vous pouvez faire des pétitions, vous pouvez vous disputer avec qui vous voulez sur Internet. Ils débutent la conversation, ils la terminent. C'est ça. Si on ne communique pas, ça C'est ça. n'existe pas. Non mais t'appelles, il raccroche. Tu ne réponds pas, je raccroche. Je me mets en mode avion après, y a pas de problème. Donc c'est terrible. Et Nintendo a l'air de vouloir s'enfoncer là-dedans. Et c'est ça qui m'anéantit le plus. Hein. On reviendra sur Nintendo sur la fin de ce podcast. Vous avez des choses à rajouter? Non, je garde mes balles. Ok, la suite. L'actualité qui suit, c'est une news un petit peu tech, parce que ça fait toujours du bien d'apporter un petit peu de la tech. Oui, allez. Vous le savez peut-être pas, mais Apple a un port propriétaire sur son iPhone. Oui, bah moi je le sais que trop bien du coup, mais est-ce que c'est si grave, je sais pas. Le port Lightning. Voilà, on va parler un petit peu du port Lightning qui est décrié. C'est un port, on va dire, problématique dans la mesure où la vitesse de transfert, elle est pas folle. T'as déjà essayé de brancher J'ai déjà essayé ton iPhone sur un PC? de transférer l'iPhone sur le Mac, Ouais, des données. Alors ça marche mieux par AirDrop. Hein. ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux par AirDrop. Et la charge, alors la charge, je ne saurais pas la décrire si elle est si rapide que ça. Bah elle charge, c'est déjà ça. Ben non, mais je pense qu'elle charge comme n'importe quel chargeur aujourd'hui. Tous les chargeurs chargent très vite aujourd'hui. Hein. Donc il y a peu d'avantages avec ce port Lightning, pardon. Bah il y a peu par rapport à l'USB-C Oui. qui est du coup semble relativement similaire mais avec des taux de transfert plus importants. Et la possibilité de transmettre du flux vidéo également. Parce que ça, le Lightning ne le peut pas, mais tu peux utiliser un câble USB-C pour transmettre de la vidéo. Oui, le USB-C, oui, bon, maintenant c'est la norme, le USB-C, pour presque tout, je crois. Bah, À pour part- beaucoup de à choses. part Sur Apple. Switch, le flux vidéo, Mhm. il passe par USB-C. Oui, non, mais le USB-C, c'est top tier. C'est, Ça marche très très bien. Et bah, du coup, vous avez l'Union Européenne qui travaille encore contre Apple et ça avance petit à petit. Donc, moi, je pris cette news surtout pour discuter avec vous. Mhm. Donc, présent ici, Elena, toi, de ce que vous pensez de ce port Lightning. Et aussi avec vous en commentaire, hein, pour les possesseurs ou non d'iPhone. Parce que bon, voilà, vous avez l'Union Européenne qui part encore en guerre contre ces ports électriques pour plusieurs raisons. Avoir beaucoup de prises différentes, ça complexifie le quotidien. C'est vrai. Alors, c'est moins le cas qu'à une époque où effectivement, je sais pas si vous vous souvenez, Elena, de cette époque où, je sais pas, t'avais un téléphone Samsung, mais ton père, il avait un Motorola, Ouais. les prises étaient pas du tout les mêmes. Ouais, il y avait cette belle époque, belle époque. Oui, bon, c'est vrai que. Ça va un peu mieux, mais bon. Je l'ai pas si mal vécu, moi, cette époque, je t'avoue. Enfin, dans ma tête, c'était chaque téléphone avait son chargeur. Ouais, mais c'était terrible, moi, je trouve. Sur l'échelle de la terribilité, ce mot que je viens d'inventer, c'était pas le pire avec les téléphones, tu vois. Ça avait vite évolué à partir du moment où tu avais eu le micro USB. Alors, ça commençait à être pénible, enfin c'était moins pénible, Mm. mais c'était toujours relou. Le moment où tu as eu les téléphones en micro USB et les téléphones en mini USB. Parce que c'est pas pareil. Là, ça c'était chiant. Ça, par contre, c'était chiant. Je suis d'accord parce que entre deux niveaux de téléphone, tu peux avoir un changement. C'est ça. Il était assez désagréable, du coup. Je sais qu'il y avait des téléphones qui mettaient pas le chargeur déjà. Et tu faisais quoi de ton câble? Tu le gardes au cas où ou tu le jettes? Bah, par défaut, tu le gardes parce qu'il y a un côté, et ça c'est humain, de pas vouloir jeter les trucs qui peuvent te servir à un moment ou à un autre. Bah oui, ça reste un câble, donc Ça reste un peut câble, tu toujours sais être jamais. pour Et moi autre chose, personnellement, hein. ça m'arrive beaucoup, et c'est pour ça que j'ai énormément de câbles à la con chez moi, qui me remplissent des box entières. J'ai une boîte à câbles chez moi, mais de câbles qui sont vieux de 10 ans. Je ne m'en servirai pas. Alors peut-être si un jour j'ai besoin de récupérer le cuivre, je sais pas. Genre je suis vraiment en dèche. Mais non, c'est vrai que c'est un problème, les câbles. Maintenant qu'on a bien analysé tout ça. Il y a Bien aussi joué. les problèmes de performance, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les ports ne le transmettent pas, etc. Donc c'est pourquoi la Commission européenne souhaite instaurer un chargeur unique dans toute l'Union européenne. C'est-à-dire tous les produits, quand ils sortent aujourd'hui, USB-C, point barre. Mm. Et ça résolverait pas mal de problèmes. Alors aujourd'hui, presque tous les appareils sont en USB-C. J'ai en tête là, et j'ai pas de produit récent
qui sont en USB-C. Je sais pas si vous en avez. Qui sont pas en USB-C, pardon. Apple. À part Apple. Les manettes, Et encore, les manettes Xbox One. les manettes Xbox One sont en USB. Ah oui, mais produit récent. Ouais, c'est parce que, excuse-moi, si j'ai un petit bobo au cœur, c'est que la manette Sea of Thieves n'est pas. Tu sais, la fameuse manette Elle est en connecteur. mini USB. Ouais. Elle est en mini USB, ça me fait mal au cœur, je t'avoue. J'ai un câble qui est dédié rien que pour elle, et justement, ça me fout le seum. Au moins tu l'as. Parce que c'est Oui. vrai, il n'y a pas que ça. Nous, c'est la visseuse perceuse. qu'on Ah oui, en utilise. ce moment, oui. Attends, elle est en micro USB, votre visseuse Elle personne. se recharge en micro USB. On recherche vraiment n'importe quoi en micro USB aujourd'hui. En ce moment, c'est très compliqué, parce que comme on fait beaucoup de meubles, on Les gars, se j'ai ma fait chier. Tesla qui charge en micro USB devant là. Ça marche comme ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'Apple conserve ce port d'après vous? Bah, pour l'image de marque, 100%. Il y a un peu l'image de marque, mais il n'y a pas que ça, figurez-vous. L'argent. Bah, alors, le Lightning, c'est un câble qui se perd facilement, qui est assez fragile, mine de rien. Et surtout, vous avez le logo Made for iPhone. Où ça? Non, Sur les boîtes. c'est sur les boîtes, Ah, d'accord. des produits tiers. Tu vois, genre pour les coques, pour des chargeurs Ouais, c'est vraiment pour la marque, quoi. C'est pour se la Voilà. péter. Et quand les tiers font des produits made pour iPhone, ces tiers doivent revendre 4 € forfaitaires par produit. Hmm. C'est-à-dire que ton câble, s'il est made pour iPhone et qu'il coûte 5 balles, il y a 4 € qui vont de toute manière à Apple, quoi qu'il advienne. Ouais, mais le constructeur, il a quoi après? Bah, il reste les 1 € Et sur toi lesquels il va devoir partitionner et la marge du revendeur, les taxes et sa marge à lui. Du coup, Donc, les câbles, ils vont coûter super cher parce que personne n'acceptera de se faire un 50-50. C'est pourquoi l'équipement iPhone coûte plus cher, parce que tu auras toujours un surcoût 4 € par article vendu. Hmm. Et les Lightning, il n'y a que Apple qui les produit. Sauf que si on tu peux pas sortir un câble USB-C qui serait différent d'un autre câble USB-C. Donc la gamme made pour iPhone, elle peut pas fondamentalement exister si tu changes la connectique de l'iPhone par un port USB-C. Mhm. Tu peux juste pas. Donc Apple, actuellement, est en train de se battre pour que maintienne le câble Lightning dans les iPhones pour justement éviter qu'il y ait une perte sur de l'équipement, parce que je pense très sincèrement que tout ce qui est câble Lightning, Ah, ils font du ça fait beurre partie des là-dessus, hein. best-sellers d'Apple. Je pense qu'ils font du gros beurre là-dessus et que c'est sous-coté. J'aimerais bien voir un petit camembert avec le rapport des accessoires. Mais oui, ça va faire partie des best-sellers. Après, Apple, je serais votre côté si ils étaient en train de promettre un lighting niveau genre 3.0 ou 4.0. Bah, pourquoi tu serais de leur côté, ça Non, a mais aucun je veux dire, sens. je comprendrais que tu as envie de défendre un peu ton branding. Ah oui, si tu fais un Lightning qui est effectivement bien meilleur C'est que ça. le... Si tu me dis, il est mieux que l'USB-C pour le matériel Apple. Je dis, bon, d'accord, ok. C'est pas ouf comme move, mais je comprends. Ça serait pas la première fois qu'une marque essaie de créer un côté noble autour de son produit. Mais là, ça date de 2012, ce matos. Les iPhones aujourd'hui, ça coûte super cher. Genre entre 600, 800 et 1300 balles. Ouais, bon, c'est peut-être temps de passer à l'USB-C, comme ça on n'en parle plus, quoi. Et alors, j'ai vu qu'ils essaient de bait, non? De colère, Apple? Ouais, ils disent que c'est bon pour l'environnement, que... Oui, mais j'ai vu de colère, Apple a dit aussi, ok, bah si vous voulez pas qu'on ait de trucs, on va retirer le chargeur et ça se fera par induction. Je sais Bah, pas- c'est pas plus mal, hein, remarque. Non, mais c'est pas plus mal. Mais l'Europe l'a vu venir, l'Union Européenne, enfin, ok, mais il faut que ça marche avec tous les chargeurs. Donc, tu sens qu'Apple, ils ont vraiment envie de... Ils veulent pas, hein. C'est... Non, mais c'est une histoire de gros sous, très clairement. Hein. Oui. C'est de l'équipement. C'est pareil. Nintendo a la même politique encore. Putain, on reparle de Nintendo. C'est Nintendo a la même- terrible, Nintendo qui se prend des droits de tous les sens. Mais il y a la même politique sur de l'équipement, même s'ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin ces dernières années, notamment en ouvrant les brevets sur les manettes. Mhm. Aujourd'hui, il y a un écart moins vénère entre les manettes tierces et les manettes officielles. Là où à une époque, acheter une manette d'un constructeur différent que les manettes officielles, c'était un saut de la foi, on peut le dire, qui se finissait par un rétamage complet par terre à chaque fois. Hein, faut Oh, le dire ça aussi. dépend, ça dépend. T'as pas connu les manettes Mad Catz GameCube, toi, hein? Ouais, peut-être. C'était vraiment de la j'ai- merde. J'ai connu les manettes Xbox, première du nom, Ouais. custom, mais parce que ils avaient pas pensé aux enfants.
Et que y avait des marques du coup qui avaient fait des petites manettes, mais vraiment des tout petites par rapport aux grosses Duke là. Et c'était génial. Genre c'était génial. Il y avait toujours des problèmes de sensibilité des sticks qui partaient en cacahuète à chaque fois, je m'en souviens, c'était une horreur. T'avais un jeu qui se faisait au bout de 2 mois d'utilisation, et encore je suis gentil avec 2 mois. Bref, c'était une horreur, mais vous voyez que du coup c'est pas forcément là où on le pense qu'il y a le plus d'argent à se faire. Hein. C'est pas sur le produit en lui-même, c'est surtout sur les accessoires, l'accessoring. Les gens dépensent plus d'argent dans l'accessoring que dans le produit en lui-même. Oui, souvent. Souvent. Bah voilà. On passe à la suite. Vivement l'USB-C. Et c'est ça. Allez, on continue. L'actualité qui suit concerne les PlayStation classiques. Vous savez, hein, c'est l'arrivée des jeux PlayStation 1 sur PlayStation Premium. Vous vous en souvenez quand même du PlayStation Premium, rassurez-moi. Vous savez, Je sais plus lequel niveau c'est. à 17 € par mois. Ah, je me souviens. C'est le plus cher ou pas? Oui, c'est le plus cher. C'est la version la plus chère dans laquelle tu pourras accéder à tes jeux dans le cloud, etc. Enfin, pas forcément la plus chère. T'as la version Deluxe si tu habites dans un pays qui ne prend pas en charge le cloud, dans lequel en fait tu devras télécharger les jeux. Et ben sachez que ça a leaké. On a eu les premiers jeux qui arriveraient sur le PlayStation Classics. Est-ce que vous voulez un spoiler? Oui, vas-y. Ben, c'est pas ouf. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'attendait à un truc fou? De la part de Sony, bah honnêtement, c'était prévisible. Je vais vous expliquer pourquoi c'était prévisible. Je pense qu'on l'avait déjà expliqué la fois où on avait parlé de PlayStation Plus. On dit les mêmes choses à chaque fois, je pense. En fait, c'est logique aussi dans la mesure où peut-être que si Sony bataillait pas trop avec la rétrocompatibilité, c'est que l'essentiel du patrimoine vidéoludique de Sony, il s'est construit sur des jeux d'éditeurs tiers qui étaient exclusifs PlayStation. Mhm. Et que ces éditeurs tiers aujourd'hui ne sont pas contractuellement liés à Sony, et que ces jeux qui étaient sortis sur PlayStation exclusivement, aujourd'hui on les retrouve soit ailleurs, soit à la libre exploitation par ces éditeurs tiers sur d'autres trucs. Mhm. Ne vous attendez pas à retrouver, je mets pas de billes dessus, ou en tout cas pas avant un petit moment, les Final Fantasy 7, 8, 9, qui étaient sur PlayStation 1 à l'époque, qui ont fait la gloire de la PS1, et qui sont dans l'inconscient collectif de beaucoup de joueurs PlayStation, ne vous attendez pas à les retrouver sur ce service avant un petit moment, ou en tout cas peut-être de manière temporaire, dans la mesure où Square Enix commercialise ses jeux ailleurs. Oui. Ils sont sur le Game Pass, ils étaient sur le Game Pass de manière temporaire, parce qu'il y a eu un deal, mais ils sont achetables sur les stores PlayStation, Nintendo et Xbox. Donc il n'y a aucun intérêt à les rendre de manière définitive dessus. Ne vous attendez pas à retrouver des Crash Bandicoot ou des Spyro, qui ont fait la gloire de PlayStation à l'époque aussi, en libre accès, de manière définitive aussi, dans la mesure où ça appartient à Activision, et a fortiori où Activision maintenant appartient à Microsoft. Je suis pas sûr que Microsoft ait envie de prêter. Hein. Et des jeux comme ça, on peut s'en faire une liste monumentale. Donc à moins que Sony ne se mette à conclure des accords avec ces vieilles sociétés, pour que ça reste plus ou moins longtemps. Mais Tekken, qui est du coup Tekken 2, qui fait partie de la liste des fuites. Tekken 2, ça appartient à Bandai Namco. Alors ok, ça fait partie, encore une fois, de la liste des exclusivités PlayStation qui ont marqué l'histoire PlayStation, mais ça appartient à Bandai Namco, et Bandai Namco, aujourd'hui, c'est pas plus un studio PlayStation que Square Enix, tu vois. Donc faut pas s'attendre à ce que ce soit absolument incroyable, et finalement on se rend compte que PlayStation, peut-être que s'il refusait de faire un bond en plus, un pas en plus vers la rétrocompatibilité, c'est peut-être pas tant qu'ils ont pas envie que finalement ils ont pas tant que ça de possibilités, quoi. Non, mais c'est que depuis le début ils pouvaient pas spécialement. C'est toute la légende de PlayStation, j'ai l'impression qu'elle a été construite sur des jeux tiers presque, une grande partie. C'est ça. Ils le savent depuis le début, c'est peut-être pour ça qu'effectivement ils bataillent pas pour l'avoir. Et je comprends pas pourquoi, même acculés par Microsoft, ils veulent absolument rentrer dans ce domaine du pass, tu vois. Vu qu'ils ont pas parce les qu'il y a la pression capacités des de fans. répondre. Je comprends, mais ils pourraient juste dire, écoutez, regardez, on ne peut pas.
Parce que Microsoft s'est amusé à tout racheter. Oui. Eux, ils ont dit on va faire ça à 100%. Et tout ce qu'ils ont plus ou moins créé à l'époque, ils essaient soit de le racheter, soit de le convertir pour que ça soit disponible aux joueurs. PlayStation, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, il y a tellement eu de succès, et ils ont tellement pas capitalisé dessus dans le sens où ils n'ont pas essayé de racheter les studios qui avaient fait des jeux qui avaient fait la légende de PlayStation, qui se retrouvent là 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, en mode ballot, parce que soit les studios qui ont fait des jeux légendaires sur PlayStation, ils ont été rachetés par la concurrence, soit ils n'ont pas envie d'être rachetés. Parce qu'entre-temps, ils ont fait leur bout de route tout seul. Et là, je vois ça, enfin, je suis désolé, ok, c'est des Super League, entre guillemets, ouais, cool, il y a Tekken, mais ça va. Il y a Tekken 2, Ridge Racer 2, Mr. Driller, Worms World Party et Worms Armageddon. Pour le moment, on est loin des 17 balles qu'on va me demander par mois. Hein. Attention, c'est que les jeux PS1. Oui, je suis d'accord. On attend de voir la liste des jeux PS2 et PS3 aussi. J'attends. Mais, écoutez, voilà. Pierre, vous jouerez à Ace, vous serez content. Hein. Petit couteau. Bah, ça reste une exclusivité, effectivement. Ah oui, non mais au moins, celle-là, ils l'ont. Mais oui, c'est... En vrai, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi est-ce que Sony tient absolument à créer une identité très forte autour de ses studios first party actuellement, autour des PlayStation Studios. Oui. Bah, voilà. Peut-être si ils prennent le train en retard. Parce que tu te rends compte que finalement, Sony n'avait pas d'exclusivité à proprement parler, quoi. Non. Ils avaient beaucoup de jeux à succès, qui leur étaient fidèles. Tu avais des exclusivités de facto, parce que c'était la console qui marchait le mieux, peut-être parce qu'il y avait des deals pour certains jeux, mais ces deals, ils sont expirés depuis, pour des sociétés tierces qui ne sont pas contractuellement forcées d'apparaître dans un catalogue à la gloire du passé de PlayStation, quand finalement ce passé... C'est le passé des développeurs, c'est leur studio. C'est exactement ça, c'est le passé surtout d'une époque, plus que le passé d'un constructeur. Je sais pas ce que t'en penses, Elena. Bah, en vrai, pas grand-chose. Hein. C'est les services qui ne m'intéressent pas, donc... Oui, encore une fois, à part le fait que, oh là là, comment ça leak un mois en avance, sachant que tous les jeux qui sont disponibles sur les services de PlayStation, ils leak à chaque fois, genre quasiment un mois avant leur arrivée sur le service. Là, ça me surprend absolument pas, hein, donc le fait juste que c'est des jeux un peu pas ouf, voilà quoi. Moi, je pense... Ça remet juste en question l'intérêt de payer autant d'argent quand derrière, ils n'ont rien à fournir. Va falloir juste creuser du côté des PlayStation Studios, l'histoire des PlayStation Studios actuels. Je mettrai pas mes billes sur plus que genre des Jak and Daxter, éventuellement des Ratchet & Clank, et ce sera déjà très bien. Sur éventuellement les Sly Raccoon, parce que ça fait partie aussi PlayStation Studios. Les God of War, on aurait déjà des trucs intéressants, mais vraiment, si vous vous attendiez à voir du Final Fantasy, si vous vous attendiez à voir, comme je l'ai dit, des Crash Bandicoot, des Persona éventuellement, si vous pensez à ça quand vous pensez à l'histoire de PlayStation, toute cette ère du RPG qui s'est étendue sur 2 générations, PlayStation 1 et PlayStation 2, c'est pas du PlayStation Studio, c'est des tiers, c'est d'autres personnes, c'est l'histoire d'autres éditeurs et qui se retrouvent soit déjà ailleurs en version payante et qui n'auraient pas d'intérêt d'être intégrés au PlayStation classique. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Ne vous attendez pas à avoir du Metal Gear Solid 1, 2, 3. Tu vois. Non mais vraiment. Non mais ça fait mal de le dire en vrai, je peux le comprendre. Hein. Que les fans qui ont grandi avec ça sur la PlayStation, c'est chaud en vrai de te dire. Il y a si peu d'exclusivité. Il y a si peu d'exclusivité alors que dans ta tête c'était acquis. C'est la PlayStation. Et finalement, bah là, on arrive au moment où il faut faire les comptes et voir ce qu'il va y avoir dans le pass parce que c'est la guerre des passes. Je fais putain, en fait, c'est chaud. Il faut un deal. Il va falloir que, en fait, il faut que PlayStation soit proactif et signe des deals pour que ces jeux intègrent le catalogue, mais en imaginant bien qu'il y aura un terme de toute manière à ce catalogue aussi, quoi. Oui, bah ça, ils vont entrer dans la rotation comme fait Microsoft, quoi. Ouais. Sauf que Microsoft, eux, ils s'amusent à racheter tout ce qui passe pour justement éviter cette rotation. Donc on entre sur un autre délire. On verra. Je suis toujours déçu, pour le moment, du pass. Ouais, je t'avoue qu'à part Tekken 2, moi, c'est pas des trucs qui me parlent beaucoup, quoi. Oui, pareil. Ridge Racers 2, c'est un sous Gran Turismo, sous tout ce que tu veux en termes de course. Il y a les Worms, mais bon, les Worms... Je suis pas fan de Worms, perso.
Bref, on passe à la suite. Dernière actualité. Déjà. Eh oui. La dernière actualité concerne Nintendo. Alors, c'est un truc, je pense qu'on l'avait call depuis un petit moment, j'ai l'impression, hein, avec toutes ces affaires de crunch, de harcèlement qui ont apparu petit à petit sur différents studios de jeux vidéo, que ce soit Ubisoft, que ce soit CD Projekt, que ce soit Electronic Arts, Activision. Au bout d'un moment, on était tous là, le visage sur le Japon. Et plus particulièrement Nintendo, on était en mode ça doit pas être tout jojo là-bas, hein. C'est pas parce qu'il y a rien qui fuite que forcément c'est joli ce qui se passe là-dedans quand tu vois la production de jeux qu'il y a dedans. Ça fait 3 ans qu'on vous dit le Japon, c'est le Mordor. On le sent que c'est le Mordor du jeu vidéo. Personne ne nous écoutait. Et que s'est-il passé ? Eh ben, c'est... Encore une fois, c'est pas directement depuis le Japon, mais plutôt lié en fait à Nintendo of America, dans laquelle il y a eu plusieurs petites révélations, même pas d'employés en fait. Et c'est là en fait tout le cœur du problème. Elena, si tu veux en parler. Bah ça pue apparemment. Ouais, ça pue. Ça pue. Voilà. Résumé parfait, ça pue. ça pue grave. Genre après, bon, on va dire que c'est peut-être basé sur le système américain de travail en lui-même. Rajouter à ça les petites épices de la tradition de travail japonaise, ce qui fait que vous êtes dans un rouillage pire qu'un système communiste, j'ai envie de dire. Ah, Ça, on a tous eu la même réaction là. Le C-word a été lâché. Ah bah écoutez, on va dire que c'est très strict, c'est très codifié, d'accord, il y a zéro possibilité d'évolution, mais en plus de ça, il y a des bons employés et on va dire des mauvais employés. C'est-à-dire que si t'as un contrat entre guillemets full-time, donc en sorte de CDI à la française, tu es content, tu travailles bien, tu es bien payé et en plus tu profites de tous les services et de tous les privilèges proposés par ton endroit de travail, c'est-à-dire que tu travailles chez Nintendo, donc oh là là, il y a Mario partout, c'est beau, c'est joyeux. je me permets une petite parenthèse. Tu es content, entre guillemets, hein, Oui. parce qu'on y reviendra. Oui, tu es content. Non, mais tu es content parce que t'es chez Nintendo en mode c'était ton rêve probablement, donc tu y es, donc tu jouis de tous les, je sais pas moi, des activités internes à l'entreprise, de tous les avantages, etc. Et à côté de ça, t'as ce qu'on pourrait appeler à la française des prestataires qui travaillent par contre tout le temps pour Nintendo et qui sont littéralement exploités, qui sont dans la merde, qui sont traités comme des sous-hommes et des sous-femmes un peu, qui n'ont pas le droit d'entrer dans certaines zones tout simplement de l'entreprise, qui en plus sont méprisés par leurs propres collègues qui travaillent en full-time. Donc c'est vraiment... Un système de classe. Oui, Ouais, mais c'est ça, une caste. ça, Le pire, c'est que si je comprends bien, en ce moment, c'est absolument impossible de passer en salariat si t'as commencé en prestataire. Donc du coup, c'est littéralement une caste. Genre, tu nais comme ça, tu meurs comme ça. Ça fait mal ce que tu viens de dire. L'article, je vous invite à le lire, il est très très long. On va pas s'attarder sur toute la longueur du truc. Il y a énormément d'exemples qui sont donnés justement sur cette confrontation à la caste Nintendo of America. Mais il faut bien comprendre ce que disait Elena, c'est ce mélange de sévérité japonaise, d'autorité japonaise, avec l'ubérisation ultime promue et encouragée par la société américaine, qui en fait a donné ce résultat-là, mais presque dystopique, j'ai envie de dire, de l'organisation interne de Nintendo. C'est incroyable, effectivement. Il y a un délire de badge. Il y a des délires de badge. En fait, il faut pointer. Alors, il y a un exemple qui est donné. Faut pointer tout le temps. Bon, ça choque pas les gens de pointer à chaque fois. Vous travaillez, il y a un système de pointage
vous arrivez, vous pointez, vous êtes arrivé, Mm. vous partez, vous pointez que vous êtes parti. Oui, et puis c'est Vous pareil, pointez votre pause de midi aussi. c'est pas non plus très surprenant d'avoir, genre, je sais pas moi, des badges pour accéder à tel et tel endroit parce que il y a par exemple, je sais pas, le secret de création ou les informations un peu, voilà, qu'il faut Exactement. garder. Il y a que pour les développeurs ou que pour des, voilà, ça peut passer, c'est normal. Mais là, dites-vous bien que le pointage, c'est pour toute action, il faut dire ce que vous faites. Et quand je dis tout, c'est tout. Envie de faire pipi, tu pointes. Besoin de faire une pause clope, tu pointes. Besoin, je sais pas moi, de vous déplacer d'un endroit à un autre, même si c'est juste pour aller récupérer un dossier, tu pointes. Chacun de tes mouvements doit être pointé. Chacun de tes retards, même de 4 minutes, peut être reproché au premier retard. Et c'est un ensemble qui va verrouiller ton accès de toute manière de base très maigre à un emploi à plein temps. Maintenant, on va revenir au système à l'américaine et à l'ubérisation. Sachez qu'en France, un prestataire de service ou un contractuel, Un indépendant. un indépendant, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, c'est des prestataires aux États-Unis, parce que j'ai vu la traduction du mot qui était donné dans l'article, c'était contractuel, mais le système de contractuel en France est pas le même Oui, que le contractuel aux États-Unis. Le contractuel tel qu'il est présenté aux États-Unis est plus proche de ceux qui sont prestataires, c'est-à-dire qu'ils sont en auto-entreprise et qu'ils sont sous-traités entre guillemets par la maison mère qui est donc du coup qui est Nintendo of America. On appelle ça des coworkers aux États-Unis. En France, ce système-là, ça existe, mais ça a des limites. mais ça a des limites dans la mesure où justement le coworker doit être extrêmement libre de pouvoir bosser comme il veut, avec qui il le souhaite, Et quand avec il le souhaite, autant de clients qu'il souhaite. avec autant de clients qu'il souhaite. En l'occurrence, si un système était mis en place en France tel qu'il est avec Nintendo, et ça s'est vu récemment avec Deliveroo, c'est un travail qui serait requalifié en emploi déguisé. Exact. Deliveroo a été condamné par les tribunaux français pour travail déguisé et doit revaloriser beaucoup, même tous les emplois, en fait, tous les livreurs Deliveroo doivent être revalorisés en emploi. Mm. Parce que c'est du travail déguisé. C'est l'ubérisation de la société. On fait travailler des personnes qui ne sont pas des employés pour payer moins de charges. Ouais. En France, si un prestataire travaille pour une seule société pendant plusieurs mois, donc c'est même pas 1 an ou 2 ans, il suffit de 3-4 mois, et c'est déjà qualifié, s'il y a une vérification, peut en être- tant que emploi déguisé. C'est ça. Aux États-Unis, non. Tu peux conserver ce système-là et tu comptes en réalité sur la coutume, Mm. la répétition, l'instauration de bonnes relations pour Oui. envisager un emploi qui, du coup, serait avec une certaine sécurité apportée, que ce soit sur la mutuelle, on suppose, qui est un point important Oui, pour il faut le pas travailleur oublier américain. aussi que du coup justement les employés aux États-Unis, c'est vraiment quand t'es employé, là c'est bon, t'es tranquille. Donc t'as tout le système qui est pour toi. Par contre, tant que t'es pas employé, t'as rien. C'est Donc ça. l'entreprise n'a absolument rien à te fournir. Et ça. c'est pour ça que du coup en France, c'est directement réqualifié parce que la société est censée s'occuper un peu des gens qui travaillent. Et du coup, la grosse problématique, elle est liée à ça, c'est que non seulement tu as une énorme masse de badges bleus, comme on va appeler, opposée aux badges rouges, avec finalement, depuis l'époque Wii U 3DS où ça allait pas chez Nintendo, un certain verrou sur la charge salariale, on va dire définitive, hein, donc les badges rouges, face aux contractuels, dans lequel il y a un énorme turnover pour justement toutes les tâches, on va dire, basses de Nintendo, sans possibilité de pouvoir évoluer en emploi définitif, donc en badge rouge. À côté de ça, comme il y a cette séparation qui se crée, comme tu l'as expliqué, Elena, il y a du mépris, on va dire, de ces badges rouges vers ces badges bleus. Il y a une exploitation de ces contractuels pour des tâches qui normalement sont dévolues aussi à ces personnes-là qui s'occupent de tâches, on va dire, plus hautes chez les employés. Donc on se retrouve avec un système vicieux dans lequel tout passe par Nintendo of Japan. Donc tout doit être traduit, tout doit être noté, tout doit être marqué. Un système de travail
extrêmement anxiogène, donc c'est ce qui est décrit dans tout l'article, Ouais. qui a été très très mal vécu par la plupart des personnes qui y sont passées, et dont on broie tous tes espoirs, parce qu'à aucun moment tu ne pourras faire partie de la Nintendo Family. Ouais, parce qu'apparemment c'était plus facile il y a quelques années, mais justement là, il s'est passé quoi? Moi j'ai pas trop. Bah, ils ont compris. gagné de l'argent. Vous savez, ils sont riches. Bah, c'était plus facile avant, quand tu étais chez... parce que ça allait bien avec la Wii U, etc. Mais il faut vraiment avoir conscience que la période 3DS et Wii U a créé une sorte de PTSD chez Nintendo, qui du coup verrouille énormément de son parcours professionnel pour beaucoup de personnes. En fait, c'est tout aussi verrouillé à l'époque où il y en avait besoin de le verrouiller, parce que Nintendo, les finances, c'était compliqué. Ouais. Mais c'est resté verrouillé depuis, même depuis le succès de la Switch. Alors, je sais pas si on peut dire que c'était verrouillé, tu vois. C'est juste qu'ils ont pas voulu s'agrandir, Ouais. vu qu'ils marchaient pas. Le truc, c'est que à l'époque, ça marchait comme excuse. Maintenant qu'ils marchent très bien, moi, ils passent pas comme des mecs qui ont peur de quelque chose. Ils passent comme des mecs qui ont juste la flemme de payer des gens et qui se disent, bah, l'ubérisation, c'est pas mal finalement. On les essore, puis on les dégage, et puis voilà, on n'en parle plus. Et en plus, ça fait presque pas de drama, parce que... Parce qu'on n'a pas le droit de se syndiquer. Eh ben voilà, tu vois. Donc, ils ont littéralement tous les points positifs sans presque aucun point négatif avec cette méthode. Et j'en reviens à cette pensée que j'ai au début, c'est plus Nintendo marche, plus ils sont affreux. Dans les années 80, ils étaient affreux. On n'en parlait jamais assez, mais je vous rappelle que pendant une époque, ils faisaient du chantage aux magasins de jeux vidéo et de magasins de jouets pour pas que les jeux des concurrents soient mis dans les rayons, pour être sûr qu'il n'y ait que Nintendo, parce qu'ils voulaient pas de jeux là un peu nuls à côté de leur Nintendo. Ils étaient au top du top à l'époque, ils sont encore au top du top aujourd'hui, et ils recommencent. Les vieux démons reviennent, ils peuvent pas s'empêcher de mal se comporter. C'est terrible, je suis dépité, et j'en suis à un stade, je me dis, on peut plus rien faire pour Nintendo. Ils ont rejoint le côté obscur depuis très longtemps, ils y étaient déjà. Ils ont voulu nous faire croire à un revival, c'est bon, on est sympa. Puis on se retrouve avec ce genre d'affaires qui me rend encore plus curieux vis-à-vis de ce qui se passe au Japon. Je pense que ce serait un peu important de donner 2-3 exemples très précis, des exemples qui sont donnés dans l'article justement pour donner un peu plus de détails à toutes ces personnes qui nous écoutent, parce que depuis tout à l'heure on dit que oui ça va pas, il y a de mépris. On a quand même parlé de caste et de badges. Oui, des badges, etc. Mais un exemple très précis d'une femme qui était du coup une prestataire pour Nintendo, qui devait s'occuper de call center, donc de service client grosso modo. Le centre d'appel. Centre d'appel. Elle est appelée parce que du coup elle a déjà travaillé chez Nintendo, elle a dû partir justement je pense à cette époque-là où il commençait à drastiquement minimiser les budgets. Mais du coup elle revient et au lieu de s'occuper juste du téléphone, de répondre aux appels des gens, elle se retrouve quelques mois plus tard à gérer toute une équipe de 13 personnes qui justement répondent au téléphone. Elle est là pour écrire des articles sur tout type de consoles qui sont actuellement disponibles chez Nintendo, des guides, des FAQ, etc. Tout en s'occupant de modérer des forums de discussion comme Discord et tout autre service de service client. Et tout ça sans être embauché, sans être payé comme une personne qui serait un manager d'équipe de service client. Et en plus, pour vous dire tout, c'est quand même mal terminé pour elle. Est-ce que ça vous surprendrait de savoir que du coup, elle a été obligée de quitter l'entreprise suite à son absence de quelques jours pour la mort de sa sœur ? Ouais, c'est chaud. Hein. Non, mais aussi, pourquoi tu vas aux enterrements ? On est où là ? Oh, je veux dire, t'es pas content de travailler chez Nintendo ? Oui, alors typiquement, l'esprit Nintendo, c'est vraiment, tu devrais avoir de la chance de travailler pour nous, on met des sourires sur le visage, on est des acteurs historiques du jeu vidéo. On est le jeu vidéo. Ouais, et puis c'est pareil, là je vois, c'est les prestataires qui s'occupent à former les autres prestataires parce que les employés, ils n'ont pas le temps pour ça. Ça, c'est du vu et revu dans le gaming, je crois. Ouais. Les juniors qui forment d'autres juniors... mais on est vraiment sur un empire toxique qui, pour moi, c'est juste la face cachée de l'iceberg et c'est le côté un peu occidental, tu vois, américain qui permet de voir ça. Ouais. Je veux même pas savoir à quoi ça ressemble au Japon. Je veux même pas. Justement, peut-être que ça ne ressemble pas à ça parce que, justement, cette différence de libéralisme au travail.
Je crois Donc, pas que le Japon soit vraiment Au reconnu Japon, comme... pour le coup, non, mais c'est peut-être hyper difficile, hyper strict, parce qu'on on sait pas, hein, on n'a pas des informations Mhm. précises. Toutes les boîtes japonaises, tu sais comment elles sont, Oui, hein, mais c'est c'est justement pour extrêmement ça. fermé, tu sais pas quel enfer ils vivent les gens. Mais c'est extrêmement difficile de virer quelqu'un. C'est vrai. Donc Oui, mais si On il sait comment ça faut- marche. non, mais mais ils te pourrissent la Oui, vie. il y a la te culture. pourrissent la vie, certes, pour que tu partes, mais il n'y a pas ce côté-là où tu peux passer toute ta vie dans la même boîte. Oh, mais attends, mais dans quel état Oui, mais tu peux quand même monter les échelons, etc. Si t'es dedans, t'es dedans. Ils Oui, peuvent mais pas te virer comme ça. Je trouve ça facile parce que je t'avoue qu'avoir des gens quand ils te harcèlent au travail qui font tout pour t'anéantir mentalement, je pense que c'est plus dur dans ta vie que de te faire virer. Hein. Avoir des gens qui ont pour but, objectif, de te ruiner la vie. Non, mais je qui sais, comptent mais te faire la quitter. mise au placard, c'est, je pense, que le quotidien de beaucoup de Japonais. C'est Mais- même pas le placard parce qu'au Japon ils ont même pas la définition de placard. Pour eux, si tu travailles jusqu'à que tu meurs. Je vous rappelle qu'il y a un terme pour ça et que c'est même à une époque c'était félicité, tu vois, en mode oh on va donner de l'argent aux familles, bravo, merci beaucoup. Je veux dire, pour moi le Japon, je redis, la comparaison avec le Mordor elle est parfaite. Développer des jeux au Japon, pour moi c'est Game Freaks, j'ose même pas imaginer l'odeur du studio. Tellement ils doivent se massacrer les gars. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a le côté un peu, vu que c'est aux États-Unis, c'est un peu plus transparent dans le sens où il y a quand même une culture aussi qui est de Dénoncer. dénoncer. Ouais. Au Japon, tu dénonces pas. Je Oui. crois. D'après ce que j'ai compris, les gens qui dénoncent, ils sont assez mal vus et pour retrouver du taf après. Alors qu'aux États-Unis, quand tu es lanceur d'alerte, je crois qu'il y a un peu Ouais. plus de. T'as plus de chances d'être repris quelque part ou Bon, en ça mode dépend, hein. compassion, Ça ce qui est dépend. normal. Je Hein. pense que personne ne veut de quelqu'un problématique, entre guillemets. Ouais, non, mais attends, mais si c'est ta société qui est problématique, c'est pas le. C'est pas la Si personne. actuellement toutes les sociétés de jeux vidéo fonctionnent à peu près de la même manière, la seule chose qui change, c'est le pays dans lequel la société est placée. Et donc, du coup, il y a un peu une culture d'entreprise différente, ce qui fait que voilà, tu as l'extrême libéralisme aux États-Unis, tu as le système un peu plus socialiste en France, tu as la culture d'une entreprise extrêmement fermée au Japon. Mhm. Tout le monde ont les mêmes galères, mais c'est traité différemment et ça explose de manière différente aussi. Ouais. Donc les boîtes européennes, elles souffrent plutôt de tout ce qui est sexisme, des affaires de discrimination, un peu de, je sais pas moi, les dirigeants qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les employés, tandis que aux États-Unis, c'est plus côté exploitation extrême, impossibilité d'évoluer. Il y a des grosses affaires de harcèlement Oui, aux États-Unis aussi. Oui, mais du coup, t'as quand même, il y a des choses différentes aussi qui sortent de leur côté. Et pareil, je pense que si un jour ça explose au Japon, on verra les des potards choses. sont pas les mêmes. C'est vrai, Voilà. mais on retrouve Ouais, les mêmes soucis. il y a- Tu il y a vois, les c'est mêmes pas parce racines. qu'au Japon ils en parlent pas, comme le disait Victor tout à l'heure. Vu la condition de la femme au Japon, ça m'étonnerait pas que ça soit très problématique Non, mais aussi. bien tu sûr, mais c'est justement ce que je dis, c'est juste la culture est légèrement différente d'une société à l'autre en fonction du pays où ils sont. Les problèmes restent les mêmes, mais c'est juste ça explose un peu de manière différente. Ouais. Il y a peut-être des bah, problèmes t'as la légèrement. Des restrictions des différents. locaux, quoi. Genre, aux États-Unis, la place de la femme, elle est pas pareille au Japon. Et je peux t'assurer, je pense qu'un Oui. mec qui vient du Japon et qui vient faire ça aux États-Unis, il se fait soulever. Hein. Nintendo, pas Nintendo. Donc, non, mais il y a ce côté. Enfin, on apprend que c'est l'angoisse totale pour les employés de chez Nintendo America. Même les badges bleus. Non, c'est les rouges ou les bleus qui sont supérieurs? Les rouges. Même les badges rouges, ils sont anéantis. Et c'est pour ça, je pense qu'ils tapent un peu sur les bleus, parce que c'est la fameuse. Tu sais, c'est le triangle ça. du. Mais ils en peuvent plus parce qu'il y a pas. Vu qu'il y a plus très peu d'embauches, de transformation de badge bleu en badge rouge. Ils sont sous bloqués, nombre. ouais. Ouais. Ils sont bloqués. Ouais. Et on l'a vu là, dans l'article qui disait qu'il y a même des mecs, ils avaient peur de parler sur les réseaux sociaux juste de leur journée ou de leur vie, ou parce que apparemment Nintendo, alors Japan ou America, je sais Surveille pas, tout, ouais. sont très, ils aiment bien regarder ce que tu fais, hein. Et il y aurait des antécédents de personnes qui auraient été remerciées parce que voilà, ça aurait été mal reçu, mal traduit. Ou mal compris, et ils cherchent pas à comprendre ce qui se passe. Ou que la boîte de Nintendo n'a pas aimé que t'as mangé des frites à midi, Oui, voilà, un Mario Café, oh là là, on peut-être, fait t'as pas pris, que t'as des pris frites. 2 minutes de retard, oui, voilà, mais attends, Mario, c'est pas les frites, on est où là? Et je veux dire, rajoute à ça, moi ce que j'y vois, parce qu'eux ils parlent du côté un peu effrayant de parler, moi je vois l'isolement du coup. Ouais. C'est-à-dire que même sur internet, il y a un côté où ils ont pas trop envie de se développer
que genre t'es développeur chez Nintendo ou Mm. tu travailles chez Nintendo, généralement t'as envie de partager un peu parce qu'il y a ton côté carrière. Bah oui. Et il y a un stade où je trouve on en est où Nintendo, en plus de les étouffer, il les bloque. Et Oui, il y a c'est- des gens qui ont peur de juste parler. Grosso modo, t'as pas le droit de parler de toi, t'as pas le droit de parler de ce que tu fais, t'as pas Mm. le droit de parler non plus de ta société et ce qu'elle fait. Donc Oui, c'est il ça. faut juste que tu travailles, que tu taises et tu gardes le silence T'as pas le total. droit d'être en sur retard de 2 tout. minutes, d'avoir d'aller aux toilettes ou de rester trop longtemps aux toilettes. d'être Que bloqué ce dans les- soit ta vie privée, ta vie professionnelle, la vie de tes collègues, tu dis rien. Ouais, bah c'est Nintendo et comme je disais, pour moi, on est sur un super boss de l'agressivité et de la problématique dans le jeu vidéo, comme à chaque fois qu'ils sont au top. Mm. Ouais. Ouais, donc tu travailles pour Nintendo, sois heureux, efface-toi Oui. complètement pour la société, mais c'est la société qui décidera si elle va raconter quelque chose ou pas. On Il fait n'y T'as a pas le- rien qui fuite en plus. C'est ça, c'est Tu que c'est tellement t'effaces, t'as imperméable. pas le droit de la représenter non plus, quoi. C'est le Ouais. problème. Et pour moi, Nintendo, il faudrait vraiment que, je sais pas, on envoie des espions. Je- Faites quelque chose, qu'il y ait un pays qui se dévoue. Des drones. Non, mais au moins qu'il y a un pays qui se dévoue et qu'on voit, je sais pas, un mec de la DGSI ou de la DGSE ou de la CIA ou du FBI. Non, mais je sais, il y a un moment, il faut faire les trucs. Vous le déguisez en développeur ou vous l'envoyez et on voit ce qui se passe. parce que Et c'est puis pas- ça se trouve tout se passe très bien, Oui, mais bon, ça- au moins voilà. Les quoi. caméras cachées, là. Oui, voilà. c'est puis ça. à la fin, on fait, ah, c'était une caméra cachée, elles sont là, c'était rigolo, tout le monde a Oui. rigolé. Envoyer Mais un je veux dire- journaliste, je sais pas. Et ça marche pour à peu près tous les studios. Je veux dire, le problème avec Nintendo, c'est que c'est tellement imperméable que ça en devient suspicieux. Mm. Donc je sais, je trouve ça aberrant qu'il y ait personne qui ait fouillé là-dedans. Ou alors, si bien ça a été fait, il n'y a rien. Du coup, on n'en entend pas parler. Mais je suis inquiet. Plus j'entends parler de Nintendo, plus je suis inquiet. Hein. Ouais, pareil. Je trouve ça pur. Moi, je dirais plutôt, J'ai quand même de suggérer qu'on réquisitionne des espions. je dirais presque que moins on entend parler de l'état interne de Nintendo, plus ça m'inquiète. Parce que ça pète vraiment partout sur ces dernières années. Il va falloir que ça pète un jour chez Nintendo ou que ça nous dit que tout va bien. Je pense que ça pourra pas péter parce qu'ils peuvent pas se permettre. C'est les gentils, c'est le smile, c'est les enfants. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que quelqu'un dise regardez, effectivement, tout se passe très bien. Ça a déjà pété chez Disney. Hein. Donc, Ouais, c'est. c'est vrai. c'est- Ouais, mais c'est c'est- américain Disney. Moi, je tu pense sais que, que c'est. Nintendo Voilà, ne recule. Ouais, je pense aussi. Et Nintendo ne recule devant rien, je crois. Je pense aussi. Tu crois qu'il y a déjà eu des espions qui ne sont jamais revenus? C'est de la culture alors. japonaise. J'irai pas jusqu'à là quand même, là vous abusez un peu. Non, mais qui se sont complètement intégrés dans Oh, mais, l'entreprise. Tu sais, comment c'était dans Pirates of the Caraïbes Ils ont payé les espions. partie de. Je fais partie du bateau, tu vois. Ouais, je Ah vois. oui, Oui. le Hollandais volant là. Oui, Orlando va. Avec voilà. l'équipage qui. Oui, quand ils arrivent. Contaminé, tu sais. Peut-être, je sais pas, mais je pense que ouais, ça fait partie de sociétés qui sont Je peux vraiment plus partir. qui sont plus ou moins prêtes à tout. Je suis maudit. Parce qu'il y a cette Oh, scène-là où justement ils Big arrivent N. tous et qu'ils disent tous la même chose, genre je suis la partie de l'équipe, partie Ne du mangez bateau, pas les partie de l'équipe, champignons. partie de Pas les bateau. champignons à la cantine. Non mais je pense que ça pètera jamais parce que ils mettront tout en œuvre, toutes les ressources du monde pour et que je pense que tout le monde a un prix au bout d'un moment, tu vois. Mm. Ça fait partie de ce truc. En tout cas, c'était les Blasto News du jour. Merci à tous les deux d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous, on va aller manger parce que je J'ai crève faim, j'ai de faim. faim. C'est terrible. Moi je sens que ça va être long à monter. Hein. Merci Elena. Merci Mage. Mais de rien. On vous retrouve la semaine prochaine pour les prochaines Blasto News. Peut-être avec en étagère un invité. Peut-être. Ah, tu parles d'étagère ou peut-être tu parles de l'étagère qu'on doit monter, je comprends plus. C'est vrai qu'il y a des étagères à C'est monter. Bah des peut-être étagères qu'on aura montées. un invité cette fois. J'en sais rien. On n'en sait rien. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.